Les derniers millénaires ont vu l'humanité atteindre son apogée au même instant où des événements signant sa lente autodestruction sont survenus. Un âge de prouesse et de merveille écrasé par la régression et l'obscurantisme. Des hommes un temps unis qui se sont déchirés dans des luttes fratricides coûtant le rêve de celui qui les fédérait tous. La nature même de l'humanité poussa ses représentants à se relever de ces événements et à avancer dans ce qui allait être un enfer maintenant que l'espèce était sur le déclin. L'hérésie engendrée par le fils favori de l'empereur de l'humanité avait laissé un impérium à genoux. Les autres espèces peuplant la galaxie et toutes hostiles à des humains qui les avaient massacrés profitèrent de la faiblesse de ce qui fut autrefois le plus grand empire parmi les étoiles. Sur des milliers de mondes, la grandeur et la puissance avaient cédé face à la barbarie et aux comportements primaux. Il avait fallu des siècles, des millénaires, afin de stabiliser la plaie béante qu'avait laissée la trahison du maître de guerre. Afin de contenir les populations et de les souder dans un empire en déclin, plusieurs actions furent menées. Un culte voué à l'empereur naquit, allant à l'encontre de ce qu'il avait toujours combattu. Des institutions impériales qui prendraient des noms comme l'Inquisition, l'Ecclésiarchie ou l'Administratum allaient enfermer l'humanité dans un obscurantisme permanent et insidieux. Tout allait être contrôlé, jusqu'à la perception qu'allaient avoir les hommes et les femmes de l'univers et de ce qui le remplissait. La vérité deviendrait l'exception. La vie allait être bradée car la main-d'œuvre nécessaire à cette machine implacable ne connaîtrait aucune limite et les cadavres nécessaires afin de gagner une guerre sans importance allaient se compter en millions. Un régime ignoble était né d'un empire magistral et était désormais la cible des machinations du chaos et de ses sbires, de races xénos naissantes et mourantes, de machines se réveillant après des millénaires d'un sommeil rageur et des belliqueux orques infestant une galaxie saccagée pour leur plus grand plaisir. Les orques sont les xénos les plus communs et barbares de la galaxie. Ils se répandent partout comme une peste incurable. Leur nature même les enferme dans une violence éternelle où les combats et la guerre sont des besoins primordiaux pour leur survie, au même titre que l'eau chez les hommes. Régis par la loi du plus fort, la taille d'un orque vaut autorité sur les plus petits. Leurs conflits internes voient des empires mourir aussi vite qu'ils se sont formés dans des luttes intestines. La société pauverte tire sa force de ce que les autres races voient comme une faiblesse, la simplicité de cette loi. Toute la société orque est composée de combattants car ils n'ont pas notion d'un autre rôle et le rang se traduit par la taille et la force des individus. Grands et puissants, les orques sont des bêtes parfaitement capables de résister aux événements imposés par la nature et de faire prospérer une colonie là où tout s'échouerait. Leur physionomie hors norme permet des miracles, si bien que des blessures mortelles pour un humain ne les affligeraient que peu. Leurs membres arrachés peuvent être recousus si le praticien est suffisamment rapide et sain d'esprit, ou bien remplacés par des bioniques aussi brutales qu'inconcevables. Leur peau, aussi robuste que du cuir, est verte, probablement due aux origines estimées fongiques de l'espèce. Cette caractéristique expliquerait la rapidité avec laquelle leur métabolisme peut régénérer les organes, tissus et cellules. L'espérance de vie des orques est inconnue et il est raisonnable de penser qu'un peau verte meurt au combat ou bien continue de grandir infiniment jusqu'à ce qu'ils périssent sur leur grotesque champ de bataille. Aussi étrange que cela puisse paraître, les orques deviennent plus forts à chaque combat. Leur nature profonde et leur physiologie travaillant de pair pour décupler l'agressivité de l'individu après chaque bataille, le rendant inévitablement plus grand et donc plus fort. Il n'est pas plus efficace de confronter un orque par la diplomatie car leur raisonnement très limité est en réalité leur plus grande force. Un orque pense comme n'importe lequel de ses congénères. Les croyances et le fonctionnement de leur peuple n'ont pas évolué depuis que les peaux vertes sont ce qu'ils sont et aucun ne saurait les remettre en cause. Les peaux vertes s'affilient en clans, des groupes ne voyant la vie qu'au travers d'un seul spectre. La violence, la vitesse, la richesse sont quelques exemples parmi le nombre réduit d'aspects que les orques perçoivent. Si ces traits si singuliers et déraisonnables provoquent l'incompréhension, leur méthode afin de se reproduire l'est tout autant. En effet, l'orque n'est qu'une espèce de la famille des orcoïdes. Les grotts, créatures chétives et souffre-douleurs, les squigs, bêtes de somme et sources de nourriture, sont d'autres créatures de cette famille.
Un orque va répandre des spores tout au long de sa vie sans en avoir conscience. Si les conditions sont favorables, ces spores donneront naissance à une des espèces orcoïdes, répétant ainsi un cycle sans fin et rendant l'extermination complète d'une invasion orque impossible. Cette espèce pullule dans une galaxie ravagée par les conflits et se trouve dans chaque système. Depuis des millénaires, l'humanité combat ces xénos avec acharnement, mais rien ne semble pouvoir endiguer la marée verte. Les conflits internes aux orques limitent grandement leur propagation, mais il arrive en de rares occasions qu'un être plus brutal et plus rusé que tous les autres réunisse les tribus et colonies sous une seule et même bannière. La horde titanesque ainsi formée se mettra en marche afin de conquérir et d'annihiler tout ce qui se trouvera sur son chemin. Si la menace n'est pas éliminée immédiatement, la dangerosité, la propagation, la taille et la puissance de la horde et de ses individus ne cessera de croître. L'une des méthodes favorisées par l'Imperium afin d'en venir à bout consiste à éliminer le boss orc ayant unifié les clans, une entreprise d'une rare difficulté. De tous les guerriers de l'Empereur, aucun n'a plus affronté les peaux vertes que l'Astra Militarum et les Space Marines de l'Adeptus Astartes. Ces derniers, glorieux anges d'un empereur cadavérique, combattent les orques depuis leur création. À l'époque des Légions, la reconquête lancée par la Grande Croisade a vu les Space Marines terrasser des mondes infestés de peaux vertes. Après l'hérésie, une horde orque d'une taille jamais égalée et menée par le boss appelé la Bête, faillit terminer d'achever l'Imperium sans l'intervention héroïque des anges de l'Empereur. Depuis 10 millénaires, ils défendent ces systèmes avec courage et honneur. Au 41e millénaire, l'espoir n'existe pas car, dans ces sinistres ténèbres, il n'y a que la guerre. L'Imperium est assailli de toutes parts, mais 16 anges, forgés dans la gloire et drapés de victoire, luttent inlassablement. Trempés par la guerre, aguerris par des honneurs guerriers millénaires et tempérés par leur génétique, les Space Marines répondent présents. L'humanité survit, pendue à leur haut fait, détruisant ses ennemis avec un courage et un dévouement inébranlables. Les Space Marines terrassent leurs adversaires avec la puissance du tonnerre dans des luttes impossibles, sans jamais connaître la peur. Malgré la régression technologique et la perte de savoir, le processus de création d'un Space Marine est toujours connu. Il constitue une élite rare et scindée en chapitres, tous constitués d'un millier de ces guerriers et répartis au travers des étoiles. Un seul de ces combattants vaut des dizaines ou des centaines de soldats de l'Astra Militarum, mais la perte de l'un d'eux est un prix déjà trop élevé. À sa mort, un Space Marine se voit retirer ses glandes progénoïdes, organes particuliers maturant dans son corps, nécessaires à la création de nouveaux anges de l'Empereur. Les recrues d'un chapitre voient leur morphologie changer au fil des opérations nécessaires à leur transformation et de nouveaux organes leur sont implantés. Un deuxième cœur, une densification osseuse étirant le squelette et le renforçant, ou encore un implant hormonal permettant de décupler les tissus musculaires, ne sont que 3 des 19 phases d'implantation nécessaires à l'obtention d'un Space Marine. Un endoctrinement physique et psychologique vient parfaire et souder tous ces éléments et bientôt la recrue se voit attribuer une compagnie de scouts où elle exercera ses missions de reconnaissance et de sabotage pour le chapitre. Une fois la recrue jugée digne et expérimentée, elle reçoit son dernier implant, la carapace noire, rendant l'utilisation d'une armure énergétique redoutable et se voit intégrée à l'une des compagnies du chapitre afin de délivrer le courroux de l'empereur par le feu de la guerre. Alors que l'humanité était au bord du gouffre il y a plus de 10 millénaires, un homme offrit la possibilité à son espèce de sortir d'un calvaire sans fin. Le berceau de l'humanité, la grande Terra, abritait ses immenses complexes de recherche et les prémices de ses prestigieux guerriers. Après une longue guerre visant à réunifier les peuples de l'ancienne Terre puis rallier les mondes alentours, l'homme avait fait retrouver sa prestance et ses ambitions à son espèce. Celui qui permit ce miracle était devenu l'empereur de l'humanité, et son œuvre visant à donner un futur pérenne à son espèce avait commencé. Il créa 20 fils qui partageraient sa génétique, voués à devenir des êtres d'une puissance éclatante, d'un intellect inégalé et d'une aura exceptionnelle. Chacun se verrait attribuer une légion de milliers de guerriers, moulés sur leur genèse et modelés physiologiquement afin de devenir des combattants parfaits. Les primarques, nobles fils de l'empereur,
allaient commander leurs Space Marines, fiers guerriers au futur tragique. La 13e Légion entama la reconquête de la galaxie menée par l'Empereur, la Grande Croisade, avec droiture et raison. La puissance qu'ils démontraient par leurs traits et qualités laissait percevoir le caractère de leur père génétique, le primarque Roboute Guilliman. Celui-ci avait pris le contrôle de sa légion quelque temps après le lancement de la Grande Croisade. Dès lors, la 13e avait pris le nom d'Ultramarines, liant avec le futur nom du sous-secteur spatial régi par le primarque Ultramar. Lorsqu'il mena ses troupes dans cette reconquête, Roboute Guilliman amassa de nombreuses victoires et conquêtes. Son génie stratégique avait permis de purger des mondes entiers de séparatistes ou de Xénos, dans la froide tradition guerrière des Ultramarines par leur excellence martiale, tempérée par leur sagesse et leur discipline. Les mondes ainsi libérés étaient tous assujettis à un fonctionnement similaire à celui d'Ultramar, révélant le génie politique de Guilliman, tant ces planètes eurent un avenir florissant. Chacune d'elles faisait également office de base avancée pour les flottes des Ultramarines. La 13e Légion était devenue d'une efficacité rapide et brutale pour terminer la Grande Croisade. L'hérésie du maître de guerre Horus Lupercal vit les rêves de l'empereur brisés. Liant la traîtrise et la manipulation, Horus avait réussi à contenir les Ultramarines dorénavant puissants, nombreux et respectés, en les envoyant combattre des chimères aux côtés de la 17e Légion entre autres. Roboute Guilliman et ses fils furent assaillis par leurs anciens alliés dans des luttes fratricides terribles et d'une violence inouïe. Le royaume d'Ultramar était à feu et à sang. Quand les Ultramarines eurent enfin l'occasion de regagner Terra afin de renforcer les défenseurs du berceau de l'humanité, le siège du palais impérial par les primarques et légions renégates était déjà fini, laissant voir les millions de morts jonchant les cités détruites d'une Terra ruinée, aux plaques tectoniques devenues instables par les bombardements orbitaux incessants. Roboute Guilliman, alors fort d'une légion presque épargnée et de son génie de toujours, restructura les légions Space Marines en rédigeant le Codex Astartes. La rédaction du Codex Astartes réforma drastiquement le fonctionnement des légions qui allaient devenir les chapitres Space Marines. Chaque chapitre ne pouvant accueillir que 1000 anges contre des milliers des anciennes légionnes Astartes. Les Ultramarines n'échappèrent pas à la règle et la scission, bien que douloureuse, fut entreprise avec le flegme usuel des fils de la 13e. Au 41e millénaire, la légende des fils de Guilliman persiste, entretenue par des millénaires de combats sanglants dans la pure tradition ultramarine, avec courage et honneur. Les fiers anges d'Ultramar s'accrochent à leurs croyances et trouvent dans leurs ancêtres et auprès des guerriers tombés au combat la force de toujours terrasser pour la gloire de l'empereur de l'humanité. Les noms de grands héros ultramarines résonnent au sein de la galaxie comme une bénédiction pour les armées impériales et comme un courroux vengeur pour ses ennemis. Reconnus par-delà les 500 mondes d'Ultramar, ces héros inspirent la furie et la force d'âme auprès d'autres chapitres pourtant tenanciers de leurs propres histoires et légendes. Nul n'applique plus à la lettre le Codex Astartes que les fils de Roboute Guilliman, se référant à toutes ses entrées comme une bible et un code de conduite. Chaque frère de bataille connaît l'ouvrage à la limite de la perfection et est capable de citer les marquages et héraldiques du chapitre aussi bien que les manœuvres de combat et les récits narrés des plus grandes batailles de la 13e. Suivant les préceptes du Codex Astartes, le chapitre des Ultramarines est une force composée d'1 millier de guerriers, répartis en 10 compagnies, chacune regroupant 100 d'entre eux. Bien que chaque compagnie possède ses spécificités, un schéma récurrent et avisé dans le Codex transparaît. La première comporte les vétérans d'1 millier de bataille qui sont aux Ultramarines ce que les Space Marines sont à l'humain. Arborant fièrement le chiffre 1 gothique, les frères vétérans ont tous des siècles d'un service exemplaire derrière eux et les plus hautes récompenses astartes qu'ils affichent dignement sur leurs armures. Les armes qu'ils manient sont des reliques millénaires, faucheuses de millions d'âmes sous leurs tranchants qui jamais ne s'altèrent, exterminatrices des pires ennemis de l'Imperium par leur cadence et fiabilité jamais égalées. Les vétérans du chapitre sont les seuls à recevoir l'immensément révéré Crux Terminatus. Selon la légende, cette distinction renfermerait un minuscule fragment de l'armure de l'empereur.
Ainsi décoré, un vétéran peut revêtir le châssis tactique Dreadnought Terminator. Enchâssé dans cette armure aux arêtes brutales et à l'aura légendaire, il est désormais un instrument de mort et de dévastation, libérant des barrages de feu rivalisant avec ceux des blindés, déchirant l'ennemi d'une facilité narquoise et résistant aux pires affres d'un tir direct de char, comme le vent flirte avec la roche. Voir combattre la première compagnie est un spectacle olympien que peu de personnes, même au sein du chapitre, peuvent se vanter d'avoir vu. Il serait tactiquement insensé d'opérer ainsi, car la suprématie des vétérans bénéficie aux groupes et escouades d'autres compagnies par l'expertise qu'ils apportent et l'aura d'inspiration qu'ils insufflent. Détachés au sein des forces de frappe de tout le chapitre, les 100 vétérans Ultramarines sont de véritables héros d'un autre temps. De la 2e à la 5e compagnie de combat, 400 Ultramarines se tiennent prêts à être déployés en une force de frappe organisée et soudée. Combattant au devant du chapitre, les escouades s'engagent sur les lignes avant, épaulées par des unités spécialisées ou des vétérans issus de la première compagnie. Il est rare que plus d'une compagnie de combat soit engagée sur une opération car une force de 100 Space Marines est d'une puissance dévastatrice. Les compagnies de réserve, de la 6e à la 9e, voient leurs Ultramarines remplacer quelconque perte subie par les compagnies de combat et offrir des possibilités d'action libérant les choix tactiques des officiers. Souvent fortement spécialisées, ces compagnies prouvent la versatilité imposée par le Codex en offrant des approches nouvelles au conflit en cours. La 10e compagnie, les Fils d'Ultramar, est telle une lame dans l'ombre. Employée dans les missions de reconnaissance et de sabotage, elle constitue également le foyer des scouts, les futurs frères de bataille Space Marines. Compagnie singulière, elle permet une approche des conflits avec assurance après l'obtention du renseignement. Déployés en groupes disparates dans les forces de frappe des compagnies de combat, les recrues fournissent un outil de plus à l'officier en charge afin de mener à bien ses missions. De cette fratrie de guerriers, les noms de grands héros résonnent depuis des millénaires. La noblesse de ces Ultramarines ferait pâlir tous les mémoriaux des autres institutions impériales. Marnus Calgar, maître du chapitre, seigneur de Macragge, commande les Ultramarines avec courage et honneur. Sa grandeur est telle qu'il est l'auteur des plus hauts faits d'armes du chapitre, remplissant les archives de la forteresse monastère plus de 2 fois plus que n'importe quel autre ultramarine, et seulement dépassé par Roboute Guilliman, son primarque et père génétique. Ses capacités de général et tacticien sont hors pair et issues de la rigueur martiale du père de la 13e, mais au-delà d'être un stratège parfait, il est surtout écouté et inspire un sens du devoir et une loyauté inégalée aux anges sous son commandement. Cette perception qu'on sait guerrier de lui vient de ses exploits quasi divins au devant de batailles impressionnantes. Il aurait tenu seul, un jour et une nuit, une unique porte contre plusieurs hordes d'orques enragés, résisté au pouvoir de la ruine flagellant l'esprit de ses frères et tuant l'immonde démon qui en était l'origine, ou encore plongé au cœur d'une mêlée suicidaire, seul, contre une créature tyrannide haute d'une 15aine de mètres pour défendre son royaume. Ce ne sont là que des parcelles d'une liste presque infinie de ses exploits guerriers. Varro Tigurius, maître archiviste des Ultramarines, dirige le librarium du chapitre depuis des siècles désormais. Ses capacités psychiques hors normes ont permis à de nombreuses reprises de repousser des assauts d'une envergure insensée contre le royaume d'Ultramar. Des Waaghs entières ont été détruites dès leur sortie du Warp et des flottes complètes de renégats ont été prises en embuscade aux abords du royaume, le tout grâce au pouvoir de devin de l'archiviste. Considéré comme un grand sage et tenu en haute estime par tous les frères du chapitre, son habileté au combat n'a d'égal que ses pouvoirs psychiques, le plaçant parmi les Psykers les plus puissants de tout l'Imperium. Antaro Cronus, frère sergent, la lance de Macragge, est le plus grand chef de char que la 13e n'ait jamais connu. Fort de centaines de conflits, il a toujours su mener ses escadrons blindés au cœur de l'ennemi, apportant la juste dévastation des ennemis de l'humanité. Ses exploits ne s'expliquent que difficilement, et les frères de bataille à ses côtés estiment qu'il est capable d'entrer en une relation symbiotique avec l'esprit de la machine du blindé qu'il commande. De nombreuses fois, ces chars ultramarines qui auraient dû être détruits par des tirs d'une puissance incommensurable, résistèrent et menèrent le combat toujours plus loin chez l'ennemi. Le chef de char qui sortait sa tête par l'écoutille était toujours Cronus, haut et fier comme le plus honorable des guerriers de Macragge.
le royaume d'Ultramar semble capable de fournir à l'Imperium des héros au cœur d'or et à l'honneur toujours sauf dans sa lutte permanente contre les mutants, xénos et hérétiques. Fort de 500 mondes, Ultramar est une exception grandiose au sein de l'Imperium. Son régime politique stable depuis plus de 10 millénaires et sa prospérité sécurisent l'assise de l'Imperium dans le Segmentum Ultima, au sud-est de la galaxie. Véritable système autonome, le royaume d'Ultramar est capable de subvenir aux besoins des Ultramarines en matériel ainsi qu'en recrues. Alors que les autres chapitres Space Marines s'établissent en flotte de guerre ou sur un monde chapitral lourdement défendu, les fils de Guilliman ont su tenir et diriger le royaume légué par leur primarque, malgré des menaces ayant risqué de ravager les 500 mondes. Thalassar, monde océan au continent unique, Kals, planète dévastée par les Wordbearers, Espandor aux forêts bucoliques, sont autant de noms qui résonnent comme des modèles de gloire des Ultramarines. Aucun n'a plus de renommée que le monde rivalisant avec le prestige de la Sainte Terra ou l'énigmatique Mars, la puissante Macragge. Véritable modèle, le monde chapitral des fils de Guilliman brille de sa gouvernance parfaite et de sa puissance vertueuse. Elle est l'une des plus grandes places fortes de tout l'Imperium et abrite les reliques les plus précieuses du chapitre au sein de la forteresse de Hera, encastrée dans les montagnes abruptes cheminant la surface du monde. Là où le temps défie la logique tant les allées de marbre immortalisent les honorifiques héros des Ultramarines, se trouve le temple de la droiture, abritant derrière des couches de protection et de défense uniques, le corps du primarque Roboute Guilliman, maintenu en stase et attendant d'être rétabli afin d'unir l'Imperium et devenir le fils vengeur. Pourtant, la fatalité a bien failli ruiner à jamais le royaume d'Ultramar et ses 500 mondes lorsque la menace tyrannide est venue s'abattre sur la Grande Macragge. Les événements qui seraient plus tard connus sous les noms de Première Guerre tyrannique et de la bataille pour Macragge virent le grand dévoreur déchaîner un torrent de morts aussi rapide qu'horrifiant. Se frayant un chemin dévastateur et brutal au cœur de l'Imperium, la faim avait amené le cauchemar sur le royaume d'Ultramar et ce nouvel ennemi fit vaciller la parfaite droiture des fils de la 13e tant l'adversaire était inconcevable. Au terme d'une lutte sans merci, où les Ultramarines auraient été annihilés sans l'intervention d'autres forces de l'Imperium, où des héros centenaires se sont éteints en défendant le monde qui les a vus se couvrir de gloire, où des noms étaient nés et avaient péri dans le même temps, là où la première compagnie, sous sa configuration ultime, la force de frappe Ultra, avait réuni tous les frères Terminator sur la défense des bases polaires et avait péri dans un sacrifice à jamais marqué du prestige, de l'éclat et de la dévotion des vétérans, là où Marneus Calgar fut défait, mais rapatrié grâce au sacrifice héroïque de sa garde Victrix, là, les Ultramarines avaient vaincu. Ils avaient vaincu leurs assaillants, qu'importe le prix, car si la puissante Macragge tombait, si les Ultramarines s'éteignaient, l'Imperium de l'humanité ploierait une fois de trop le genou. Ainsi, les 500 mondes d'Ultramar et le monde chapitral de Macragge résistaient depuis plus de 10 millénaires, et les menaces pesant sur cette partie de l'Ultima Segmentum continuaient de grandir. Cette victoire avait eu un coût terrible et allait continuer de prélever un lourd tribut durant plusieurs décennies. La flotte ruche Behemoth, qui a failli détruire Macragge, n'avait été annihilée qu'en partie seulement. L'essentiel de l'armada tyrannide dérivait morte et saccagée, mais des sous-flottes s'étaient formées et s'étaient enfuies telles des bêtes affamées. Appelées vrilles, elles persistèrent au travers des 500 mondes d'Ultramar comme une peste s'accroche aux lambeaux d'une cité. Leur force de frappe était certes réduite, mais ces vrilles de la flotte Behemoth continuaient de tracer une route sanglante à l'est galactique du royaume. Chaque planète possédait bien des régiments de garde afin de la défendre contre un envahisseur dans les premiers temps d'un conflit, mais les ravages récents avaient laissé bon nombre de ces mondes sans défense contre un ennemi encore méconnu, aux méthodes adaptatives et avec un soutien limité de la part des Ultramarines en pleine reconstruction. L'effort de guerre des compagnies du chapitre en ordre de bataille se portait donc naturellement sur le front Est contre les restes du Grand Dévoreur afin de protéger la lente reconstruction du système qui se devait de retrouver sa gloire
et de continuer de s'ériger en tant que bastion imprenable de l'Imperium. Et c'est à ce moment même que les astropathes des flottes impériales autour de Macragge l'avaient ressenti. La 855e année du 41e millénaire, la réalité s'était tordue un moment, laissant les différents psykers chargés de guider les flottes présentes autour des 500 mondes, frêles et vigilants, alors que la déformation avait cessé aussitôt. Ces troubles avaient été placés sur le dos d'une potentielle vrille échappée de Behemoth, bien que trop au sud galactique pour les astropathes les plus pragmatiques. Alors, en pleine reconstruction, les forces d'Ultramar ne s'étaient pas attardées sur la perturbation, préférant libérer des mondes encore envahis ou rebâtir des cités et usines au plus vite afin de remettre le système d'aplomb. 2 mois plus tard, un trou béant dans le vide avait laissé tous les psykers rivés vers le sud du royaume et les Auspex affichaient des données indéchiffrables, tandis que les balises cessaient d'émettre les unes après les autres. Après quelques jours, la sidération avait frappé les forces impériales. Des communications paniquées et distordues par les résidus psychiques de la flotte ruche étaient parvenues au relais astropathique, tandis que les scans à longue portée avaient fini de rendre leurs résultats des plus déroutants. Un trou noir s'était ouvert dans le secteur Vidar, qui était lié à un portail de la Toire Aeldari nommé l'œil de Yorgund, selon d'anciennes archives conservées sur Macragge. Mais alors que les différents amiraux de flotte tentaient de déchiffrer les machinations des Eldar, les astropathes à la mine effrayée déclarèrent l'impensable. Une horde d'orques d'une taille inconnue avait déferlé dans le système de Blackreach par la toile Aeldari. Comment un tel défi avait été relevé par les peaux vertes restait un mystère aussi effrayant qu'accablant. Depuis 2 mois désormais, les 3 mondes de Blackreach, Jedheog et Voldemort étaient assaillis par une ouague orque furieuse et brutale et ayant déjà exterminé la majorité des populations des mondes. Le système ne comportait que peu d'intérêt pour l'Imperium, mais était un point stratégique vital pour Ultramar et ses 500 mondes. Véritable porte d'entrée au sud du royaume, la planète Blackreach est entourée d'une vaste et dense ceinture d'astéroïdes qui renferme des minéraux au magnétisme spectaculaire. Un tel arrangement spatial aurait rendu impossible l'extermination des orques s'ils s'installaient dans les champs de débris spatiaux, tant il était étendu et abondant. De plus, les communications étaient impossibles avec la surface par la présence des minerais magnétiques et l'observation de la planète depuis l'orbite était masquée par les astéroïdes. Dans un royaume ravagé, une nouvelle menace pesait sur les 500 mondes. Une nouvelle menace entreprise par une horde d'orques ayant fait un pied de nez à l'Imperium en usant de la toile Aeldari dans un système où ils pourraient se préparer et se rassembler, tant il était impossible de se renseigner sur leurs actions et leur développement. La réponse de l'Imperium fut aussi cinglante que nécessaire. Les Ultramarines allaient répondre présents, et ce, comme toujours, fiers de leur cri de guerre, avec courage et honneur. Malgré la menace encore bien présente des tyrannides, il était impossible de laisser une invasion orque se dérouler dans un système si coupé et si proche. Ce qui inquiétait encore davantage les Ultramarines était que les peaux vertes avaient réussi l'impensable, à savoir voyager par la toile pourtant impénétrable des Eldar. Ce dispositif labyrinthique, permettant le passage de quelques guerriers à des flottes de guerre entières dans des couloirs isolés des dangers du Warp, n'était censé être utilisé que par la vieille race. Si les orques qui avaient envahi Blackreach étaient parvenus à percer les mystères de la toile, il fallait les exterminer au plus vite avant que la nouvelle ne se répande parmi les tribus et que ce savoir ne se transmette. Les Ultramarines durent se décider à n'envoyer qu'une seule compagnie afin de contrer l'invasion qui durait depuis 2 mois déjà, et ce, sans indication concernant les effectifs ennemis et leur organisation. La deuxième avait été choisie pour porter le courroux du Primarque sur les Xénos. Au sein de tout chapitre, il est dit que la deuxième compagnie est la plus prestigieuse des compagnies de combat et que ce sont les frères de bataille y servant qui deviennent par la suite les vétérans révérés du chapitre. Les opérations les plus risquées leur sont échues, et ce bien plus souvent que la première, car celle-ci préfère injecter des troupes en renfort plutôt que de s'engager pleinement dans un conflit. L'audace et la furie caractérisent parfaitement son mode opératoire,
afin d'arracher la victoire au plus vite face à un ennemi encore sous le choc. La deuxième compagnie des Ultramarines, les gardiens du temple et ses 100 guerriers, ne font pas défaut à la règle. Reconnus dans tout Ultramar, ils caractérisent encore plus ses attraits sous le commandement du capitaine Sicarius. Cato Sicarius, chevalier et champion de Macragge, maître du guet, grand-duc de Talassar, haut suzerain d'Ultramar et défenseur des 8 systèmes du royaume, commande à la deuxième avec ardeur et noblesse. Ses faits d'armes déjà légendaires l'ont couvert de gloire et de renommée, tandis que son impétuosité l'a porté au commandement des gardiens du temple, sous l'œil vigilant et affûté de son rival de toujours, le capitaine Severus Hageman de la première compagnie. Après sa naissance au sein d'une famille noble de Talassar, il fut sélectionné pour rejoindre les prestigieuses académies offrant la préparation aux enfants de grand nom afin d'entreprendre les épreuves de recrutement des Ultramarines. Après avoir réussi avec brio la préparation et résisté ardemment au processus de transformation en Ultramarines, Cato Sicarius accumula les récompenses et les médailles. Sa progression au sein du chapitre n'a d'égal que son impétuosité, et très vite, il fut nommé capitaine de la deuxième compagnie des Ultramarines, une des forces combattantes de l'Imperium la plus redoutable qui soit. Le rôle était vacant depuis la mise aux arrêts et le placement en détention par l'Inquisition du précédent commandant de la deuxième, le capitaine Démétrian Titus. Les premières missions de Sicarius en qualité de capitaine furent toutes menées d'une poigne de fer et d'une fougue non dissimulée. La défense du système de Blackreach allait être sa prochaine campagne et il comptait mener l'assaut comme un éclair afin d'achever sa mission le plus vite possible. Tandis que les Ultramarines faisaient route en vitesse vers Blackreach, l'unique réunion tactique avait regroupé tous les sergents, les squads de commandement, les lions de Macragge, le chapelain Orad, l'apothicaire Venatio et le capitaine Sicarius. À ce groupe exclusif à la deuxième s'était greffé non sans étonnement le sergent vétéran Terminator Arcus Helios et l'énigmatique sergent scout Thorias Telion. Les lions de Macragge, l'escorte personnelle de Sicarius, avaient pu glaner quelques informations des relais de transmission à proximité et des astropathes présents sur Macragge qui tentaient de déchiffrer les signaux psychiques en provenance de Blackreach, brouillés par les échos de la Flodruge Behemoth. Le constat était plus que préoccupant. Les mondes de Jedheog et Voldemort étaient tombés, emportant avec eux toutes les populations civiles et leur garnison militaire. Blackreach, quant à elle, n'allait pas tarder à subir le même sort alors que 9 de ses 12 cités ruches étaient déjà en ruine et seules tenaient les cités Diustenos, Sulphora et sa sœur capitale, Gospora. Un immense et unique continent, veiné de lacs et de fleuves, voyait les orques se regrouper au nord de celui-ci, probable point d'entrée de l'invasion sur la planète. Au désordre déjà plus qu'alarmant s'ajouta le rapport de force entre les orques et les Ultramarines, estimé à 50 000 peaux vertes contre la centaine de frères de bataille sous les ordres du capitaine Sicarius. Celui-ci avait été très clair, et ce malgré les tensions déjà présentes entre ses sergents d'escouade qui voyaient son intrépidité comme un danger. Le capitaine voulait trouver le big boss orc qui se faisait appeler Zanzag et qui orchestrait toute l'invasion afin de ramener sa tête sur Macragge au plus vite. Il souhaitait détruire un à un les plus gros regroupements de peaux vertes sur Blackreach afin de déceler des mouvements de troupes qui lui indiqueraient la présence de Zanzag, car les orques se rassembleraient autour de lui. La maxime de Sicarius résonna comme souvent. Abattre la bête pour tuer la horde. Sans leur chef pour les fédérer, les peaux vertes s'enfonceraient dans des luttes intestines sanglantes qui termineraient de les achever. Cette décision avait eu pour effet de lever des dissensions par son approche brutale et indifférente de la situation. Nombre de frères de bataille allaient risquer leur vie dans des assauts à l'impact inutile afin de satisfaire la rapidité de la victoire, et les gardes de Blackreach, les canonniers noirs, ainsi que les civils, allaient pâtir de ces carnages. Les sergents les plus traditionnalistes de la deuxième s'opposèrent aux sergents arrivant d'autres compagnies et leur approche plus réfléchie et calme. Néanmoins, Sicarius avait parlé, et s'il existait bien un Astartes capable de mener ses frères au devant d'une telle opération, c'était lui. Tous le suivraient dans la brèche, car c'est aux côtés du champion de Macragge et de ses lions que se forgent les légendes.
Le ciel n'était plus que feu et damnation. Le croiseur d'attaque Valin's Revenge faisait pleuvoir un feu continu de torpilles plasma depuis sa position en orbite. Les traits de chaleur irradiaient le firmament quand les déflagrations au sol creusaient des cratères de plusieurs centaines de mètres de diamètre. Les enfers se déversaient sur les ennemis des Ultramarines. 2 semaines après leur départ, ils étaient arrivés et la justice de l'empereur allait s'abattre avec une furie vengeresse. Les orques de Zanzag menaient un assaut sur Gospora, la cité ruche capitale du monde minier de Blackreach. Depuis 2 jours, les défenses des canonniers noirs avaient tenu bon et ce baroud d'honneur avait laissé les peaux vertes progresser jusqu'à la dernière enceinte de défense d'un périmètre limité où leur avance avait été stoppée par le sacrifice honorable de milliers d'âmes. Ce bombardement inattendu oblitéra une portion de la horde qui déferlait sur les murs de la cité. Gospora représentait le dernier espoir pour les milliards de civils qui s'y étaient entassés et les derniers milliers de gardes qui la défendaient. La spire principale de la ruche s'élevait sur plusieurs dizaines de kilomètres de haut et son bombardement était inimaginable tant les pertes humaines et matérielles seraient colossales. Les anges tomberaient dans le sillage des obus tels les chiens de l'enfer sur les traces de leur ardente colère. Ainsi, Cato Sicarius avait parlé. Alors, quand le bombardement crissait de sa dernière salve, les détonations tonitruantes des modules de largage fendirent les cieux. Une beauté terrible. Enserrés dans une pointe de lance de feu, vous irez dans le brasier des combats. Le tonnerre des turbines plasmiques résonnera dans votre crâne et le déchirement du métal d'épaissera votre assurance. L'aveugle conviction que la seule chose qui se dresse entre vous et la mort n'est qu'une plaque de céramite emplira vos entrailles de poids et votre âme de renoncement. Le module d'atterrissage est une œuvre d'une grandeur et d'une horreur absolue. En contempler un, c'est admirer un objet d'une beauté terrible. Mais vous surmonterez ces périls. Vous les surmonterez parce que vous êtes les Astartes, les fils de Guilliman, et personne ne vous surpasse dans les chapitres de vos frères. Vous êtes les plus grands guerriers de la galaxie, vous êtes les Ultramarines. Tous les frères de bataille de la 2e compagnie dans les modules de largage qui accompagnaient la dernière salve du Valin's Revenge se remémoraient ces paroles du maître Mathius, alors qu'ils étaient encore novices et que la peur leur était retirée. Confinés dans leur harnais de sécurité, les Ultramarines se récitaient leurs derniers rites et prières avant d'entamer leur entrée en orbite basse dans des perturbations haussant la chauffe des métaux de l'appareil à blanc. Le bourdonnement sinistre des contre-réacteurs accompagnait les cris de guerre et les hurlements fraternels, mettant fin au rite. L'environnement retenait son souffle, alors que les percussions sévères des modules de largage s'écrasant sur la planète résonnaient en rythme. Le son envahit de nouveau l'espace, tandis que les contrepoids propulsés par le gaz d'amorce faisaient tomber les panneaux des modules, révélant les anges de la mort qui y étaient tapis. La 2e compagnie, les tueurs de rois, les destructeurs de mondes et les porteurs de mort foulaient désormais le monde de Blackreach. Le sol avait été vitrifié. Le sable ocre s'était transformé en verre sous la chaleur inimaginable des impacts du bombardement du Valin's Revenge. Tout ce qui vivait en ces lieux n'existait même plus à l'état d'atome. Ce qui avait laissé juste assez de temps aux Ultramarines pour se déployer sur plusieurs centaines de mètres était déjà arrivé à son terme. À la puissance divine des Astartes s'était opposée la résilience ignoble des orques. L'assaut de la capitale Gospora était toujours en cours, mais l'arrière-garde peau verte crachait déjà des trucks, difformes camions remplis de Xénos vers les Space Marines. Pour seule réponse, des missiles venant des escouades tactiques avaient tracé dans l'air pour les détruire dans des gerbes de shrapnel et des incendies de carburant. Les escouades tactiques qui regroupaient les frères les plus téméraires et conformistes de la 2e compagnie se jetèrent sur les épaves grouillantes d'orques robustes et encore bien en vie malgré la destruction de leur transport. Les salves de bolters accompagnaient ces anges au cœur de la mêlée, et bientôt, toute trace des présomptueux Xénos s'était effacée.
Alors qu'ils achevaient leurs derniers adversaires et passaient par le feu prométhéen les carcasses des trucks, l'escouade Devastator située à l'arrière venait de trouver position sur les dunes ocre et vitrifiées. Le fracas effrayant de leurs armes tambourinait avec un temps de retard sur l'envol de leurs munitions. Les Bolts partaient faucher une vague de centaines de peaux vertes venues en renfort de leurs congénères. Tous tombaient déchiquetés avant même que le grognement des armes des Dévastators ne leur parvienne aux oreilles. À toutes jambes et la haine vengeresse aux lèvres, les frères tactiques chargeaient en direction de ces nouveaux arrivants, combattant de leurs couteaux à l'allure mortelle, alors que les servants de lance-flammes pulvérisaient la chair et les os dans leur souffle prométhéen, le tout mené par leurs sergents aguerris de décennies de bataille et découpant la route de l'escouade avec leurs épées tronçonneuses dans des corps à corps meurtriers. Alors soumis directement aux tirs des lignes arrière orques, ses frères en mêlée appuyés par les Dévastators ne craignaient pas les rafales ennemies. Tombés des cieux comme une lame de feu, l'escouade d'assaut avait usé de ses réacteurs dorsaux pour traverser la vague ennemie et s'abattre sur les tireurs peaux vertes. En un éclair, l'ennemi était anéanti sous les dents rageuses des épées tronçonneuses avant que les anges ne redécollent vers leur prochaine cible. L'avancée fulgurante des Ultramarines qui avait suivi le bombardement dévastateur du croiseur d'attaque de la 2e compagnie avait creusé une pointe de flèche dans le dispositif ennemi. Les orques étaient pris en tenaille, d'un côté menant l'assaut contre des défenseurs retranchés sur leur dernière position, et de l'autre assaillis par les anges de la mort. Alors, dans un grondement sourd, le Gladius survola les Space Marines. Le Thunderhawk personnel du capitaine Sicarius partit se poser au cœur des lignes ennemies avant de laisser sa trappe s'ouvrir aux portes de la cité. De la rampe d'atterrissage, tous l'avaient vu sortir d'un pas lent et déterminé. La lame de Thalassar alors brandie vers les cieux, Cato Sicarius s'engouffra dans la horde nimbée d'une aura de puissance aveuglante. Les lions de Macragge, dans un dispositif parfait autour de lui, se jetèrent dans la mêlée en criant le nom du primarque, alors qu'Orad, le chapelain de la compagnie, avait déjà sauté de la rampe en écrasant plusieurs Xénos, hurlant des litanies de haine par son vox modifié. Comme pour conclure cette scène au futur légendaire, les plus grands guerriers firent leur arrivée. Comme des apparitions d'un âge révolu, l'escouade Terminator du sergent vétéran Helios creusait à elle seule un gouffre dans les rangs ennemis, tandis que l'aboiement de leurs armes se faisait entendre à des dizaines de mètres à la ronde, leur esprit machine relique vengeur tout aussi impatient de distribuer la mort que leur porteur. Ce n'est que lorsque le Gladius avait repris son envol, et une fois la poussière tombée, que les escouades tactiques l'avaient vu. Frère Ultrasius, engoncé dans sa terrible armure Dreadnought, n'était plus un Space Marine dans son apparat de guerrier. C'était un fantôme du passé, un frère de bataille tombé un millénaire plus tôt sur les champs de bataille de Pyrrha. Il avait été conservé de lui le peu qu'il fut nécessaire afin de l'engoncer dans son sarcophage Dreadnought, une machine de guerre horrifique et d'une puissance inestimable. Alors que ses pas lourds écrasaient les Xénos qui s'accumulaient aux portes de la cité, il faisait déferler sa haine par ses lance-missiles et son canon rotatif destructeur. La voix du capitaine Sicarius résonna alors au travers des vox de toute la 2e compagnie. Il avait rugi à tous les Ultramarines d'avancer, avancer en ce jour où ils connaîtraient la gloire ou la mort. Les escouades issues du déploiement par module de largage devaient rejoindre leurs frères déposés par le Gladius. Le chemin le plus court impliquait un passage par les premières infrastructures de la ruche, mélange d'usines de traitement et centres d'évacuation. Une nouvelle vague de peau verte accourait déjà sur les escouades déployées par module, retardant leur unification avec le commandement issu du Thunderhawk. La voix de Sicarius était encore dans tous les casques et gonfla la hargne des troupes qui se mirent à charger cette nouvelle vague avec un entrain décuplé. Le sol vitrifié s'était transformé en une montagne de corps sans vie de peau verte issue du bombardement, et la course des Ultramarines avait gorgé leurs jambières de sang sombre et de poussière ocre. Les escouades avançaient d'un bloc dans des chorégraphies de combat parfaites. Chaque attaque trouvait son adversaire, chaque coup d'épaule envoyait les orques au tapis avant de leur tronçonner le crâne pendant que l'autre main était occupée à terrasser les Xénos au pistolet bolter. Des cratères encore fumants et des nuages de poussière, les escouades émergèrent victorieuses toujours sur leur lancée. Les murs de la cité s'élevaient désormais et la spire principale était immense vue de si proche. Les Ultramarines allaient pouvoir s'engouffrer dans les premières infrastructures afin de rejoindre leur commandement, mais un fortin orque leur barrait la route.
Cette immonde agglomération de métal, de tranchées et de barbelés était un avant-poste lourdement défendu. De plus, des chariots de guerre, immenses camions blindés débordant d'armes et regorgeant d'orques, se massaient derrière celui-ci. De la masse de métal s'étaient élevés des hélicos peau verte. Rien ne semblait arrêter la marée jetée face aux Ultramarines, et pris de court, ils ne purent réagir. Des roquettes et des bombes avaient frappé leurs lignes. Dans l'excitation de la bataille, les pilotes orques avaient déclenché leurs tirs bien trop tôt ou n'avaient même pas pris la peine de viser leur cible. Une seule bombe était parvenue sur la route d'une escouade tactique et un Space Marine s'était jeté dessus afin de diminuer le souffle reçu par ses frères d'escouade. La vengeance était déjà en marche. Alors que l'hélicoptère orque passait au-dessus des lignes des Ultramarines, l'escouade d'assaut s'envola et les Astartes s'accrochèrent à la carlingue des appareils, étripant les pilotes et faisant s'écraser les machines au loin. Remis des événements, ils reprirent leur progression. La question de l'avant-poste et des chariots de guerre se posa parmi les sergents quand les flashs lumineux de bombes à fusion et à fragmentation firent voler en éclats la raison de ce questionnement. Les escouades chargèrent le complexe de tranchées et de barbelés et virent le sergent Télion déjà présent et exterminant les orques restants impitoyablement. Austère et froid, il avançait lugubrement avec les initiés du chapitre afin de vider les fortifications et permettre la liaison des escouades avec le commandement. Enfin, la cité ruche était atteinte. Les longues coursives rouillées étaient noircies de charbon et autres résidus d'extraction minière. Des halls gothiques se dessinaient sous les amas de sable et de poussière, alors que des incendies depuis longtemps éteints avaient détruit de nombreux sites. Les combats qui allaient être menés dans cet environnement restreint allaient être dévastateurs, mais chaque minute qui les tenait loin de leur commandement diminuait les chances de repousser les orques de Gospora. Peu décidés à s'agglutiner dans des galeries minières grouillantes d'ennemis, les sergents des escouades tactiques avaient décidé de mener leurs escouades uniques par des corridors séparés et dont les auspex estimaient qu'ils rejoignaient les portes de la cité. L'escouade des coups de tonnerre, menée par le sergent Scipio, s'aventura le long des portions écroulées par les incendies. Progressant à toute allure, leur génétique améliorée leur permettait de courir sans fatigue, tandis que l'acide lactique qui saturait leur musculature était évacué aussi vite qu'elle se formait. Proche de son frère maniant l'Auspex, Scipio allait atteindre la sortie du complexe minier quand le scan révéla une masse ennemie inattendue. Lancés à toute allure, les coups de tonnerre tombèrent en garde face à une machine tout droit sortie de l'imaginaire dégénéré d'un mécano-orque. Haut d'une demi-douzaine de mètres, un véhicule marcheur orque se tenait dans l'alcôve principale qui menait aux portes de la cité. L'escouade des coups de tonnerre prit une formation de combat éclatée sans même une instruction, alors que le servant au lance-missiles écrasait son percuteur, envoyant une charge explosive dans ce qui semblait être le cockpit du monstre d'acier. Le nuage de poussière et de débris que le tir avait levé camoufla l'attaque de la machine. Seulement effleuré par la détonation, le véhicule orque manipulé par un pilote fou fit jouer de ses bras métalliques terminés par des scies circulaires géantes et rageuses. Le frère de bataille qui manipulait le lance-missile fut percuté de plein fouet et il fut projeté à une dizaine de mètres, allant s'écraser contre un pilier de la structure. Le coup était si violent qu'il avait probablement tué sur le coup le Space Marine. Le sergent Scipio, dans un élan de rage, alla se porter au devant de ses hommes dans l'espoir futile de les défendre. Son épée tronçonneuse vissée au poignet, il fonça à la rencontre d'un des bras terminé d'une lame de scie tournoyante et la bloqua à la seule force de ses mains. Le géant d'acier allait déployer son deuxième bras afin de découper l'Astartes quand le lance-flamme de l'escouade libéra une vague de feu prométhéen carbonisant la meurtrière qui permettait au pilote orque de voir ne serait-ce qu'un peu ce qu'il faisait, et celui-ci, bien qu'atteint en partie, explosa d'une furie primale. D'autres orques avaient entendu la débâcle et s'étaient rués dans les coursives souterraines afin d'assouvir leur soif de combat. Les membres de l'escouade restants, pris au dépourvu et en infériorité numérique, se battaient comme si le capitaine les regardait. À ce moment-là, le servant au lance-flamme fut percuté de plein fouet par le bras rageur et encore opérationnel du marcheur orque. Il partit s'affaler aux pieds de ses camarades qui eurent la charge supplémentaire de protéger son corps inerte. Le sergent Scipio sortit son pistolet bolter d'une main
afin de lâcher une rafale de bolts contre la machine normalement affaiblie par le tir de roquettes et le feu prométhéen. Quelques câbles hydrauliques volèrent en éclats et le deuxième bras de la machine fonça sur lui. Il parvint à la bloquer in extremis avec le carter de son pistolet. Les yeux faiblissants, Scipio sentit son deuxième cœur venir tambouriner contre sa poitrine, délivrant un flux sanguin colossal afin de fortifier ses muscles poussés à leur limite. Son regard se teinta d'aberrations chromatiques, tandis qu'il sentait ses organes surhumains et sa génétique le gonfler de diverses drogues et hormones de combat. Ainsi, il arrivait à retenir les deux bras du marcheur à l'aide des siens, alors que la scie dévorait son casque. La gloire pressante, Scipio pivota ses hanches et envoya les scies se planter dans le sol sans savoir que sa génétique lui avait permis cet exploit. Ce bref répit lui permit d'enlever son casque détruit et ce saut dans la réalité lui fit tourner la tête tandis que ses poumons filtrants prenaient le relais sur l'atmosphère hermétique de son casque. Voyant sa mort approcher, il cria le nom du chapitre afin de mourir l'honneur aux lèvres. Une explosion tonitruante résonna et le souffle de feu saisit la peau du sergent. Le dread orc s'affaissa sur le côté, le flanc ouvert par une puissante déflagration. Le sergent des coups de tonnerre avait alors entendu son nom quand une voix profonde et sinistre lui avait demandé de se relever. Frère Agnacio, enchâssé dans son sarcophage dreadnought, avait surgi des fonderies proches. Ce deuxième fantôme du passé était tombé il y avait plus de 5000 ans lors de la chute de Chundrabad et il annihila un deuxième dread orc en train de charger avec son multifuseur. Agnacio se tourna vers la sortie des galeries afin de rejoindre le capitaine et les portes de la cité en hurlant que le devoir ne cesse que dans la mort. Les coups de tonnerre se regroupèrent et achevèrent les derniers orques encore en vie. Par miracle, les servants de lance-missiles et lance-flammes avaient survécu. Leur physionomie, armure et génétique parfaite les avaient sauvegardés de la mort et avaient déjà entamé les cicatrisations nécessaires. Mal en point et leurs armures partiellement ouvertes en plusieurs endroits, ils répondirent présents pour la suite des opérations. Les coups de tonnerre allaient rejoindre les autres escouades à la suite du vénérable frère Agnacio et rejoindre leur capitaine. Sortir des galeries minières et usines de minerais après ce combat en claustrophobie contre un dread orc avait été un soulagement. Toutefois, le répit fut balayé par la vision de la scène des combats des portes de la cité ruche de Gospora. Le dernier rempart de défense se tenait haut d'une dizaine de mètres. Sur celui-ci, les derniers canonniers noirs artillaient des emplacements d'obusiers, de bolters lourds et autres armes fixes, creusant des lignes sanglantes dans les rangs ennemis. Le rempart grouillait d'hommes et de femmes épuisés par la guerre et tenus vivants par l'instinct de survie. Il fallait reconnaître leur ténacité et leur volonté, quand sur des mondes autres que ceux du royaume d'Ultramar, la majorité aurait déjà déserté ou peut-être pire encore. Les orques se tenaient partout. Pas une once de terrain n'était pas envahie par l'immondice xéno qui semblait ne jamais vouloir s'effacer. Toutes ces créatures hideuses hurlaient en prenant d'assaut les fortifications des canonniers noirs. Ces orques étaient tous plus gros et plus grands que ceux aux abords de la cité et qui avaient été annihilés par le bombardement. Ces créatures expérimentées constituaient le noyau dur et brutal de la horde. Si la situation n'avait pas évolué, Gospora serait tombée avec le crépuscule. Les escouades qui sortaient des infrastructures souterraines entendirent le dreadnought vénérable frère Agnacio rugir pour le chapitre en avant. L'assaut avait été donné et les combats envahirent la place des portes. Le chapelain Orad se tenait à proximité, massacrant impitoyablement des orques qui revenaient toujours plus nombreux, avec son Crozius dans des mouvements amples et ostentatoires afin que tous, même ses ennemis, puissent voir le carnage qu'il accomplissait. Ceux qui sortaient des galeries pour se jeter dans une nouvelle bataille étaient meurtris et épuisés par les combats. Le chapelain, gardien de la spiritualité et orateur d'exception, hurla des prières de bataille au travers de son vox crissant et morbide, alors qu'il écrasait crâne et viscères à tour de bras. Il insuffla le courage et la combativité dans les cœurs de ses frères, là où la bataille allait être la plus dure face à un ennemi plus résistant et plus puissant. Le clan du Big Boss Zanzag se tenait dans la cité. Ses membres peinturés de noir affichaient une peau d'une épaisseur insensée et sombre,
tandis que certains individus étaient engoncés dans d'immenses armures archaïques faites de métal. Bardés d'armement, ces nobs orques semaient des ravages et semblaient résister aux tirs lancés depuis les remparts. Les coups de tonnerre s'engagèrent dans la mêlée aux côtés du frère chapelain Orad. Le sergent Scipio devait hurler ses ordres pour se faire entendre maintenant que son casque avait été découpé par le dread orc et il parvenait à résister aux déflagrations d'obus grâce à sa génétique et son oreille de liman. L'escouade se taillait une bulle pour respirer et se mouvoir de la même manière qu'un explorateur dans la jungle. Le chapelain Orad hurla à la gloire de Marneus Calgar et du chapitre, lançant l'avance des escouades vers les portes de la cité. Instantanément, un orque bardé d'une de ses méga-armures fonça sur Scipio. Le méganob percuta le sergent avec le canon de son arme customisée accroché à son avant-bras et fut dévié par un vif coup d'épée tronçonneuse qui lui scia le canon cracheur de feu. Scipio esquiva sa pince énergétique au dernier moment et lui lança une salve de bolts qui éclatèrent sur l'armure sans causer de dégâts. Un deuxième nob fonça sur lui alors que le frère de bataille au lance-flammes intervint pour appuyer son sergent. Malheureusement, le feu prométhéen ne suffit pas, et l'orque traversa la gerbe de feu comme si ce n'était rien, et déversa un torrent de tirs de son flingue custom. Le Space Marine fut déchiqueté par la puissance inexplicable de l'arme, et il fallut les tirs combinés de 4 membres d'escouade pour venir à bout de la bête et de son rire malfaisant. L'autre fut abattu d'un seul coup par le Crozius du chapelain, qui ordonna de ne pas faiblir afin de rejoindre le capitaine, et que rien ne les en empêcherait. Au nom de Guilliman, il fallait avancer. Ces paroles inspiraient la discipline et l'indomptable victoire quand un barrage de tirs effrénés s'écrasa sur le champ de protection de son Rosarius en face de son masque de crâne. Il reprit sa route dans le sang en hurlant des rites à la vengeance. Ainsi, les escouades progressèrent toujours plus en avant dans la horde en se taillant un chemin de mort. Bientôt, ils avaient rejoint les frères de la première compagnie en armure Terminator et le combat était devenu une corvée. Ces orques des plus résistants et violents qui soient continuaient de monter à l'assaut et de résister à l'avancée des Ultramarines. Chaque mètre parcouru par les frères de la deuxième se faisait dans le sang et les tripes, tandis que l'armement des orques était d'une puissance effroyable. Jamais il n'avait été donné aux Space Marines de voir des armes pauvertes aussi dévastatrices, perforant les Astartes comme s'ils ne portaient pas d'armure énergétique. En plus d'un grand nombre de blessés, Scipio avait déjà vu 3 de ses frères se faire transpercer à mort. Les dévastateurs enfin arrivés, leur puissance de feu s'était jointe à l'assaut. Après un court échange par Vox, ils avaient choisi de concentrer leurs tirs sur les orques nobs équipés de ces armes dévastatrices. À leur puissance, s'était ajouté frère Agnacio, qui usait de son multifuseur afin de carboniser des rangs entiers d'orques par la force de la fusion thermique. C'est à ce moment que Scipio, en levant les yeux l'espace d'un instant, l'avait vu. Le sang coulant dans ses yeux et son épée tronçonneuse rugissante appelant la violence des combats, il constata le sacrifice de ces humains défendant leur monde. L'amas le plus colossal des orques dans la cité se trouvait à l'endroit d'une brèche dans le dernier rempart. Le mur titanesque était tombé et les orques s'y étaient engouffrés, mais aucun n'avait encore réussi à passer. Des milliers de cadavres de canonniers noirs gisaient dans le trou béant, s'érigeant en véritables murs de sable périlleux à traverser. Chaque seconde voyait ces gardes s'amasser aux extrémités de la brèche sur le haut des remparts, usant frénétiquement de leurs armes avant de s'effondrer et chuter dans la faille. Même dans la mort, leur corps continuait à ralentir l'envahisseur. Au détour d'un coup vif et dédaigneux contre un petit xéno, Scipio aperçut un orque proche de la faille. Il était énorme, et un véritable contingent de peaux vertes géants l'accompagnait. Dans ses mains, un flingue custom d'une grandeur frisant le ridicule et une hache brutale et lourde. Il ne faisait aucun doute, il s'agissait de Zanzag. Celui-ci hurlait de haine et de joie en pointant son arme sur les canonniers noirs. Le tsunami de munitions crachées par le canon fit voler des blocs entiers de roc-béton dans des explosions assourdissantes. Il était impératif de l'arrêter et de faire couler le premier sang avant qu'il ne puisse user de cette puissance ahurissante. Le sergent des coups de tonnerre ne put assister à la scène plus longuement car la frénésie de la bataille l'avait ramené à la réalité. Passant un coup d'épaule avec fracas,
il acheva l'orque à ses pieds en actionnant le mécanisme de son épée tronçonneuse dans le crâne vibrant du xéno. Alors, ils avaient réussi. Le cordon d'escouade, après cette percée audacieuse et sanguinaire, avait rejoint les Terminators. Le fracas assourdissant de leur Bolter Storm accompagnait la tuerie sans nom exercée par le sergent vétéran Helios et son marteau tonnerre. Et à quelques mètres seulement, le capitaine Sicarius avançait inlassablement, couvert sur ses flancs par les lions de Macragge. Il faisait face aux orques les plus immenses du contingent de Zanzag, armés jusqu'aux dents et dont les pieux fixés à leurs épaulettes regorgeaient de casques de Space Marines probablement tués dans les guerres passées. C'est avec son arrogance habituelle qu'il abattit la lame de Thalassar au travers des ennemis qui lui barraient la route. En 3 coups, le capitaine Sicarius abattit 3 de ses orques, et ainsi il avait dégagé la voie jusqu'au point d'entrée de la brèche où les Xénos tentaient de s'amasser. Des ruines et des gravats croulants, il se hissa au-dessus de tous, et sa figure conquérante domina la bataille pour les portes de Gospora. Ratissant les rangs ennemis d'un flux de plasma surchauffé, le capitaine Sicarius avait invoqué sa compagnie. « Mes frères, avait-il rugi, la guerre nous appelle, répondrons-nous » Soulignant ces mots d'une puissance oratrice parfaite, il leva la lame de Thalassar en défi pour ses ennemis, tandis que le lion de Macragge, frère Vendius, leva la bannière de la 2e compagnie haut vers les cieux, appelant à tous les anges à le rejoindre afin de déverser la fureur des justes et la colère des bons sur l'infamie. Dès lors, les esprits combatifs des Ultramarines entrèrent dans une transe guerrière inarrêtable. Tous les sergents exhortaient à leurs escouades de rejoindre la bannière et de payer de son sang la défense de cet artefact inestimé. Tous se ruèrent à la suite de l'entrain jeté par ce symbole rayonnant au milieu du carnage, et tous les tirs et coups d'épée fusaient en direction de la brèche. Une pyramide faite d'Astartés se hissa bientôt autour de la bannière en un symbole de courage et d'honneur. Distancés par l'avance effrénée, frère Ultrasius et frère Agnasio, les sarcophages Dreadnought, se trouvaient au milieu de l'arrière-garde ennemie et de ses véhicules. Tels 2 seigneurs guerriers, ils oblitéraient l'adversaire dans une tempête de feu avec la furie des morts. Scipio, ainsi que les autres sergents, ne se tenaient qu'à quelques mètres de leur capitaine. Tous se gravaient des exploits et leurs noms dans le marbre de la gloire par la seule force de leurs épées tronçonneuses et de leurs bolters. Depuis plusieurs dizaines d'heures, les combats faisaient rage, et ce n'est qu'à cet instant que les orques s'étaient retrouvés embourbés face à la bravoure et à l'agressivité. Le point de bascule de l'assaut de Gospora venait d'avoir lieu. Appuyés par les positions lourdes des canonniers noirs, les Space Marines avaient arrêté l'assaut pour laisser place à un combat de position, mais bientôt les orques commençaient à reculer. Avançant sur les positions ennemies, les anges de la mort piétinaient les cadavres alors que la garde de Gospora reprenait position dans les tours et tranchées précédemment perdues. La défense pouvait néanmoins basculer dans la catastrophe au moindre défaut de stratégie. Pour bouter les orques pour de bon hors de la cité, il fallait éliminer leur chef. Aucun peau verte n'était aussi tenace que son chef, et Cato Sicarius venait de repérer sa cible. Le boss Zanzag hurlait de rage et vociférait sur ses boys, envoyant toujours plus d'individus dans les vagues d'assaut. Il crachait ses ordres et sa bave alors qu'il se retirait par les murs extérieurs de la cité. Le capitaine saisit alors l'opportunité et leva son pistolet afin de tirer. Un coup violent vint lui arracher l'arme de la main et le méganobe qui venait de commettre cet affront fut tailladé par la lame légendaire du capitaine. Au même instant, il hurla le nom du sergent vétéran des Lions de Macragge. Celui-ci lui jeta son bolter que Sicarius saisit au vol tout en envoyant une volée de bolts à une main en direction du boss à plus d'100 de mètres. La rafale de munitions explosives fila sur Zanzag et Scipio, qui avait assisté au tir phénoménal du capitaine, vit les bolts arracher une partie du cou et de la gueule du monstre dans des éclats de défense et des volées de sang noirci. La bête vivait toujours. Meurtri, le contingent de nobs qui l'accompagnait firent un barrage de leur corps et bientôt le boss s'évanouit dans la marée inarrêtable de Xénos envoyés ralentir la progression des Ultramarines. Le chef de guerre avait fui. Les orques avaient alors perdu leur frénésie et bientôt ils sonnèrent la retraite. Après de nouvelles longues heures d'une lutte diminuant en intensité,
les hommes et les femmes de la garde encore en vie pour assister à ce miracle inespéré avaient repris des positions défendables et avaient retrouvé un semblant d'ardeur. Le chapelain Orad rugit à la victoire, Victoris Ultra, alors que vers son Crozius tendu au-dessus de sa tête, hurlaient les ultramarines en reprenant ces mots. Gospora était sauvé. La bataille était terminée, mais le sauvetage de Blackreach avait échoué, en tout cas pour le moment. Zanzag courait toujours, et il ne faisait aucun doute pour Sicarius que le boss allait se remettre de ses blessures en un rien de temps et revenir plus fort. L'impétueux capitaine était rongé par l'envie de finir cette tâche au plus vite comme il l'avait toujours fait. Les orques ne sont pas du genre à abandonner si facilement, et les ultramarines s'étaient persuadés qu'ils allaient revenir sur Gospora afin de finir ce qu'ils avaient commencé. Mais désormais, les anges étaient entre les murs. D'une situation si désespérée et d'un rapport de force si inégal, il aurait été sain de penser que l'entreprise de la deuxième compagnie était vouée à l'échec. Cependant, ils avaient fait une fois de plus la démonstration de la puissance effroyable d'une force d'une centaine d'Astartes et de leurs croiseurs d'attaque. La puissance d'un chapitre entier devient alors difficilement perceptible. Les anges étaient entre les murs et ils allaient conserver une partie de leur force sous la tutelle du frère Lascar, tech marine difficilement concédé par le capitaine Sicarius pour défendre Gospora. En effet, ils souhaitaient avoir le maximum d'effectifs consacrés à la traque de la bête, mais ils gardaient un esprit rationnel et savaient ne pas vouloir dénuder la cité et payer la rançon de la gloire. Après une réunion dans une salle de commandement improvisée, 2 équipes avaient été formées. Une avait été chargée de la traque et la seconde de la défense de Gospora, avec une réserve de transport Rhino afin de se déployer sur la cité jumelle de Sulfora à quelques lieues seulement. Sous la direction froide et calculatrice du tech marine Lascar, les défenses avaient été réorganisées et des fortifications de fortune avaient été érigées. Ces équipes de servitors avaient également positionné des emplacements de canons Thunderfire déployés depuis un Thunderhawk. Cet ajout aux défenses était à lui seul capable de changer l'assaut victorieux des orques en une boucherie complète de leurs troupes. La petite portion de Space Marines restée sur Gospora était divisée. Certains, qui estimaient les humains de cette garnison comme pathétiques, ne voyaient aucun honneur à défendre la cité et voyaient la gloire leur être volée, tandis que Zanzag serait éliminé sans eux. C'était le cas des plus accrochés aux valeurs de la deuxième et de son actuel capitaine. D'autres estimaient que leur devoir était aussi bien de chasser la bête que de défendre leur position, allant jusqu'à qualifier l'assaut qu'ils venaient de mener par le désert d'imprudent et d'inconsidéré. Ils estimaient que le capitaine chassait sa propre gloire. Peu auraient ainsi osé parler si ce n'est les Astartes récemment affectés à la deuxième et issus des traditions d'autres compagnies. Ces considérations s'étaient cependant évanouies aussi vite qu'elles étaient apparues. En quelques jours seulement, un nuage de sable épais s'était levé sur l'horizon. Les orques revenaient sur Gospora. Le premier assaut fut rapide comme l'éclair. Les orques étaient parvenus à atteindre la cité malgré de lourdes pertes face aux canons Thunderfire promptement employés par le tech marine Lascar. Ces peaux vertes étaient entrés en transe en sachant qu'ils avaient pu atteindre l'enceinte, mais leur vivacité céda soudainement en voyant les défenses remaniées et l'ajout de Space Marines dans les défenseurs. Aussi rapidement qu'ils étaient venus, ils avaient disparu de Gospora. 4 assauts supplémentaires au cours des jours suivants avaient été lancés par les orques, chacun manquant plus encore de réussite que le précédent. Les canons Thunderfire faisaient pleuvoir la foudre par leurs obus aériens à sous-munitions, à tir direct ou encore souterrains à ondes sismiques. Un nouveau charnier à ciel ouvert faisait face à Gospora, alors que dans l'ombre, les tambours de guerre sonnaient sur sa jumelle, la cité de Sulfora. La majorité de la compagnie restante se consacra à la traque de Zanzag. 3 Thunderhawks chargés d'Ultramarines sillonnaient les cieux en s'aventurant dans les terres du Nord, là où la population d'orques était la plus dense d'après les Auspex. Au sol,
le sergent scout Telion et ses initiés traversaient les déserts ocre et les fleuves d'eau noire du sol de Black Ridge avec leur landspeeder. Scipio, le sergent des coups de tonnerre, se trouvait dans l'un de ces Thunderhawks, le Xyphos. En quelques jours seulement, ils avaient mis à sac 3 bidonvilles orques avec la simple puissance destructrice de l'appareil. Les colonnes de fumée s'élevaient à des kilomètres à la ronde, tant la destruction de ces campements orques était ample. Scipio s'était absenté de ses observations afin de se recueillir dans la petite chapelle présente dans le Xyphos et ne pouvant accueillir que 2 personnels. Perdu dans ses songes, il ne remarqua que tardivement la présence glaçante du frère chapelain Orad. Celui-ci avait son casque retiré et le sergent put admirer avec horreur que toute la partie gauche de son crâne avait été rongée par du bioacide. Ses dents et ses os étaient à l'air libre, tandis que son œil placide et immobile semblait le fixer jusqu'à la souche de son âme. D'une voix neutre et pourtant lourde de clairvoyance, le chapelain lui demanda si quelque chose le tracassait. Lui ne souhaitait pas mentir et ne pas s'avouer à lui-même la raison de ses doutes, aussi avait-il répondu qu'il souhaitait la solitude pour seul accompagnement. Orad quitta la pièce après avoir posé une main lourde de jugement sur l'épaule du sergent et lui avoir indiqué qu'il était prêt à écouter. Scipio avait du mal à se l'admettre, mais il l'avait ressenti lui aussi. Le capitaine Sicarius changeait. Cet assaut et cette traque laissaient sentir son impulsivité et sa témérité. Mais le sergent n'eut pas le temps de se plonger plus profondément en réflexion, car l'atterrissage était prévu et avec lui la promesse d'un nouvel assaut. Le capitaine Sicarius avait perçu une énigme dans la retraite de Zanzac de Gospora. En moins de 30 minutes, il avait disparu sans laisser de traces. Son attention ne se portait plus sur les avant-postes orques construits partout dans le grand nord de Black Ridge. Après tout, en 2 mois d'invasion, il pouvait y avoir des milliers de ces bidonvilles répartis sur les centaines de kilomètres de désert de l'unique continent. Cependant, un fleuve semblait assez large et assez profond pour pouvoir accueillir d'énormes bâtiments à vocation navale. Alors que le capitaine commençait à théoriser sur cette hypothèse, le sergent scout Telion l'avait contacté avec des nouvelles qui firent retrouver ses esprits à Sicarius. Un grand fortin orque se situait le long du fleuve qu'il avait repéré. Un 4e fort le long du fleuve de Noir-Limon, où aurait été vu un orque de taille et de description similaire à celle de Zanzag. Le chasseur avait retrouvé sa proie, et ses sergents sentaient leur crainte se dissiper. La description qu'avait faite Torias Telion de ce fort était tout bonnement inconcevable. Les Ultramarines savaient que les orques étaient capables de bâtir des infrastructures de fortune en un temps réduit, mais le tableau que leur faisait le sergent scout les laissèrent perplexes. Une véritable ville avait été bâtie en moins de 2 mois. Elle présentait des rues et allées, là où les cabanes de ferraille s'empilaient en tours scabreuses. Des garages et des hangars bardaient les recoins et des miradors perçaient l'horizon. De nombreux emplacements d'armes lourdes et de projecteurs occupaient l'espace et des centaines d'orques peuplaient les lieux. Là n'était que le rapport des éclaireurs et il devait manquer un grand nombre d'informations. En effet, l'élément le plus important de ce lieu était l'épaisse muraille de fonte et de plastacier ondulé qui faisait tout le tour de la petite ville. Ce mur s'enfonçait sous le sol et s'élevait à plusieurs mètres dans les airs. Ce qui semblait être un assaut frontal et lent allait se transformer en une attaque cinglante et millimétrée sous les ordres et les plans de l'intrépide Cato Sicarius. Le dispositif en place, la ville orque était en vue. Elle était déjà vaste et les emplacements d'armes de défense étaient en effet nombreux et conséquents. À la nuit tombée, l'assaut avait été lancé. Une minute, le temps nécessaire à Telion et ses scouts, les initiés du chapitre, pour se glisser sous les projecteurs afin d'atteindre le mur est. 6 secondes pour découper une masse béante du rempart, assez grande pour faire passer un Thunderhawk. 14 secondes de plus, et des flashs monochromatiques de tirs silencieux percèrent l'obscurité. Les sentinelles et les guetteurs orques dans les miradors à côté avaient été éliminés. 12 secondes de plus, et une partie des troupes ultramarines s'était engouffrée dans la brèche, déchaînant la vengeance d'Ultramar sur des orques en pleine surprise. 18 secondes encore, et les orques commençaient seulement à se regrouper. Dans le même temps, le Pilium rugit sauvagement par l'ouverture en laissant ses trains d'atterrissage racler le sable.
Propulsé directement au cœur de la ville, le Thunder Hawk avait ouvert sa trappe et le reste des groupes de combat se déployèrent dans des rues déjà remplies de sang. À peine le dernier Astartes avait eu le temps de poser le pied hors de l'appareil que le Pilium avait décollé en larguant une salve de missiles Hellstrike dans un bloc gigantesque de huttes et de garages. Les orques furent projetés sur des dizaines de mètres à la ronde et l'incendie qui se propagea instantanément fit exploser les réserves de carburant, finissant de détruire la flottille de véhicules Pauvertes. Le génie stratégique unique du capitaine Sicarius avait encore frappé. En moins de 2 minutes, la ville était à feu et à sang et toute la force de frappe ultramarine avait investi le cœur de celle-ci. Les orques, quant à eux, étaient tenaces, et ils contre-attaquaient déjà les escouades les plus en avant sur une grande place entourée de cabanes. Les coups de tonnerre et les escouades qui avaient pénétré en premier dans la ville se ruèrent vers la grande place, amenant avec eux une tempête de bolts. Dans la course, d'autres frères de bataille étaient tombés, frappés par des armes à la puissance inouïe. Les boys de Zanzag étaient bien présents. Des orques porteurs de lance-flammes destructeurs avaient percé les rangs et s'apprêtaient à recouvrir la place de feu quand, descendus des cieux, les anges de la mort avaient frappé. 2 escouades d'assaut s'étaient abattues sur l'avant-garde et Scipio vit scintiller la lame de Thalassar alors que son capitaine s'était abattu avec furie sur un groupe d'ennemis. Les vox crépitèrent et Sicarius avait ordonné de porter le front sur l'ouest de la ville, là où les auspex frétillaient d'un nombre conséquent d'orques. Les lieux regorgeaient de hangars et de camions archaïques et colorés en l'honneur des clans Xénos. Une petite horde s'était regroupée autour de plusieurs blindés et, perché haut sur son chariot de guerre, Zanzag beuglait ses ordres en bavant de rage. Après une rapide communication de Sicarius, un barrage de feu s'était abattu par l'ouest. Les Terminators et les Dreadnoughts creusaient les rangs ennemis. Une explosion de feu tonna par le sud, où le sergent Télion et ses scouts avaient décidé de prendre l'ennemi en tenaille. Le génie militaire du capitaine Sicarius s'exprimait comme celui du primarque, mêlant ses méthodes plus extravagantes et ses approches plus asymétriques. La force de frappe principale qui venait de la grande place par l'est arriva à ce moment également et se joignit à l'encerclement de la horde et de son chef. Le capitaine désigna une escouade d'assaut et l'escouade de Scipio afin de l'accompagner au sud, là où la horde ne s'attendait pas à un 4e front. L'honneur avait frappé le sergent, mené par le maître du guet en personne. Courant à jambes perdues, la cadence était difficile à tenir derrière le chasseur qui avait sa proie au creux des mains. Sur le trajet, Scipio avait vu le travail glaçant de Thorias Télion. Des appareils bombardiers orques avaient été sabotés dans des incendies destructeurs et des dizaines d'orques gisaient morts au sol, les yeux percés, la gorge tranchée et les oreilles trouées. Le sergent eut des frissons dans le dos en pensant à la dangerosité de son frère, et il se dit qu'aucun qualificatif n'était suffisant pour exprimer le malaise et la létalité dont il faisait preuve. Sa réflexion s'arrêta au moment où le petit groupe avait atteint une impasse. Un immense hangar fermé leur barrait l'accès à la horde, et vu les couches de métal qui se superposaient en multiples alcôves, ce bâtiment avait dû être l'un des premiers construits au début de l'invasion de Black Reach. C'est à ce moment que le capitaine Sicarius avait retiré son casque avant de l'accrocher magnétiquement à sa hanche. Il ouvrit une liaison avec le Gladius et transmit ses coordonnées au pilote du Thunderhawk afin qu'il leur ouvre une brèche. Par peur que la traque n'ait altéré le jugement de son maître, Scipio lui demanda pourquoi il avait retiré son casque. Sicarius lui avait répondu qu'il souhaitait que son adversaire connaisse la peur, qu'il voie le visage déterminé de celui qui l'abattait. Sur un canal Vox fermé, un des membres des coups de tonnerre fit remarquer que la marge d'erreur d'un tir de Hellstrike en vol était d'une 20aine de mètres, exactement là où ils attendaient l'ouverture de la brèche. Il leur avait alors fallu prier l'empereur pour que le pilote vole droit, tandis qu'ils entendaient le bourdonnement caractéristique des turbines du Thunderhawk approcher. La poussière et la rouille tombèrent des suspentes en métal de la bâtisse au moment où le missile Hellstrike gronda au-dessus du hangar avant d'exploser. La brèche avait été ouverte et un immense nuage de poussière s'était levé. Le groupe se jeta dans la brèche et ils tombèrent instantanément sur la horde d'orques par le sud. Les Pauvertes encore sonnées et sous le choc de l'explosion n'eurent aucune chance et se faisaient découper par les armes des Space Marines. Comme un boulet de dévastation, le capitaine Sicarius s'enfonçait dans la horde dans des volées d'épées meurtrières. Scipio avait alors aperçu Zanzag perché au sommet de son chariot de guerre. Le maître du guet
l'avait vu également et se propulsa sur un tas de trucks détruits afin de se donner de l'élan avant de bondir à nouveau vers la plateforme du chariot où se trouvait Zanzag. Le saut était impossible et la distance bien trop grande. Scipio murmura le nom de Guilliman comme une prière et eut l'impression que le temps avait ralenti en observant cette scène. Sicarius s'envolait tel un ange vengeur dans la pénombre de la nuit. Les explosions et les balles traçantes illuminaient cette colère d'azur qui planait au-dessus de la horde. Finalement, il posa les pieds sur la plateforme en faisant face à Zanzag. Un duel s'était alors lancé. En 3 échanges seulement, le capitaine Sicarius avait désarmé le boss et lui avait planté sa lame de thalassar dans le torse avant de lui couper la main et de le décapiter nettement. La tête tomba au milieu de la horde en contrebas et il y balança le corps dans un rugissement de victoire. Les orques eurent un instant de détresse alors que les plus gros spécimens tentaient déjà d'hurler plus fort que les autres pour se targuer nouveau chef. Les gardes personnels de Zanzag avaient retrouvé leurs esprits et s'étaient tournés vers Sicarius. L'instant d'après, ils étaient morts écrasés sous la furie de l'escouade d'assaut qui l'accompagnait. Instantanément, Scipio et ses coups de tonnerre s'étaient rués sur leur maître dans un cercle défensif impénétrable. L'ordre du capitaine était tombé. Aucun ne devait survivre. Le front ouest fut poussé en avant par les Terminators et les frères Ultrasius et Agnacio, alors que le front nord voyait les tirs dévastateurs de Télion et de ses scouts éliminer stratégiquement tous les plus grands orques qui tentaient de rallier leurs troupes. À l'est, on ne pouvait plus rien entendre que les rugissements du chapelain Orad par son vox modifié et ses sermons de haine et de purification. Les orques finirent par s'entretuer pour s'échapper en vain. Une fois tous les Xénos exécutés, la recherche du corps et de la tête de Zanzag avait débuté. Il ne fallut pas longtemps à Télion pour la repérer et s'approcher de son capitaine en étant porteur d'une mauvaise nouvelle. La tête de l'orque qu'avait tué Sicarius ne présentait aucune trace d'une blessure récente au niveau de la mâchoire et du cou, là où il avait tiré sur Zanzag durant l'assaut sur Gospora. De plus, sur le corps retrouvé, les Ultramarines avaient remarqué la mascarade. Le boss s'était doté de sosies qui l'habillaient de la même façon afin de brouiller les pistes. Aucun doute, ce boss de guerre devenait de plus en plus rusé, et s'il n'était pas éliminé ici même, il commencerait à faire peser une menace plus que dangereuse pour le royaume en reconstruction. Les lions de Macragge furent destinataires d'une nouvelle qui termina d'exaspérer le capitaine Sicarius. La cité de Sulfora était assaillie. Les orques avaient séparé les Space Marines en groupes éparses et divisé leurs forces déjà restreintes et leur imposé de se scinder plus encore. Il avait demandé au sergent Télion de continuer la traque, mais celui-ci lui avait indiqué qu'il lui manquait des frères de bataille aguerris afin d'étendre ses capacités de recherche. Sicarius lui avait alors concédé 4 frères des coups de tonnerre ainsi que son sergent. Scipio s'était senti déchu. Son escouade avait subi pertes et blessés, et voilà qu'elle allait être scindée. Il s'était enquis en explications, et face à la réponse austère de son capitaine, Scipio n'avait pas souhaité poursuivre. Lui et les membres de son escouade désignés s'étaient équipés des armures renforcées reconnaissables des éclaireurs et avaient laissé leurs armures énergétiques dans le Xyphos, sans effectuer les rites de respect qui s'accompagnaient normalement. Le chapelain Orad avait marqué sa réticence au capitaine, mais celui-ci ne voulait rien entendre. Il fallait trouver la bête au plus vite. La brise apportait les sons lointains et brutaux de l'artillerie tonnante de Sulfora. Scipio s'imagina la moitié de son escouade répartie et se battant sans lui. Ce sentiment l'emplissait de désœuvrement. Il était accroupi dans un bosquet d'arbres morts à attendre alors que la guerre l'appelait. Le plan de Thorias Télion était simple, mais nécessitait en effet des effectifs conséquents. Il souhaitait attendre les pillards orques qui se présenteraient afin de récupérer ce qui pouvait l'être dans la ville que la 2e compagnie venait de conquérir. C'était dans la nature des orques d'agir ainsi, et le sergent Scout était persuadé que seule l'arrière-garde se présenterait, car le gros des forces assiégeait Sulfora. Scipio se marmonnait à lui-même son désarroi et son impatience. Télion l'avait alors surpris en lui soufflant qu'il allait devoir attendre le temps nécessaire à l'accomplissement de la mission, et lui concéda sa réactivité quand il l'avait vu porter sa main à son pistolet bolter avant de se glisser à ses côtés.
Scipio ne l'avait même pas entendu arriver, malgré son ouïe surdéveloppée, et s'était fait recadrer par le vétéran qui lui avait indiqué que le plus difficile pour un guerrier se trouve d'être au repos. Tous les deux fixaient le fleuve de Noir-Limon à proximité, et Scipio se permit de questionner Télion sur le capitaine Sicarius, car il savait que c'était le sergent scout qu'il avait formé il y a des décennies de cela. Il lui avait également demandé son avis sur les actes risqués qu'il entreprenait, comme ce saut de la foi quelques heures plus tôt qui aurait pu le faire tuer. Télion avait répondu simplement. Celui-ci avait expliqué ne jamais avoir chassé les médailles malgré les nombreuses distinctions qu'il avait eues de la part de plusieurs maîtres de chapitre et capitaines. Néanmoins, il comprenait l'importance d'individus à l'ambition prestigieuse afin que leur gloire soit à jamais une inspiration pour les générations futures. Il avait terminé ses explications sur un parallèle philosophique qui avait laissé Scipio perplexe. Le simple fait que les Space Marines mènent des guerres dans toute la galaxie afin d'affirmer la suprématie du genre humain est à lui seul un aveu d'orgueil. Cette diatribe avait pris fin lorsque Télion avait indiqué un mouvement à la surface du fleuve. Des bulles s'étaient formées à la surface de Noir-Limon, puis des antennes et pots d'échappement archaïques avaient fait surface avant de révéler un monstre d'acier noir. Le mystère entourant la fuite improbable de Zanzag s'était évanoui, les orques utilisaient des sous-marins. Une douzaine de peaux vertes et une trentaine de Gretchins étaient sortis des écoutilles et se dirigeaient vers la ville. 2 petits grottes étaient restés sur le sous-marin, usant de leurs outils afin de réparer ou frapper des parties de l'appareil. Cette apparition avait eu lieu sur le secteur de Scipio et Télion, et il leur appartenait de tirer profit de cette situation. Après le plan très clair établi par le sergent scout via des signaux de bataille, les 2 Astartes s'étaient approchés discrètement de l'embarcation dans la nuit profonde. Scipio avait perdu de vue Télion au bout de 5 mètres tant son expertise était immense. Les 2 Gretchins restés en arrière s'étaient fait transpercer dans une brume rougeâtre après les tirs silencieux de Télion. Scipio s'était instantanément mis à l'eau et s'aidait des parois du sous-marin pour se mouvoir. Une fois arrivé à l'arrière de la bête, il s'était enfoncé dans les profondeurs du fleuve, son multipoumon lui permettant de respirer sous l'eau. Il avait alors installé une balise de traçage sur la carlingue et était revenu se poster dans son bosquet, remarquant par là même que les corps des Gretchins avaient disparu. Aucune trace de leurs actions. Les orques ne remarqueraient même pas l'absence de 2 de leurs souffre-douleurs. Au petit matin, le sous-marin était parti depuis quelques heures. Son signal montrait qu'il avait remonté tout le fleuve afin de s'arrêter à une de ses extrémités. Là n'était pas la preuve qu'ils avaient trouvé le repère de Zanzag, mais les Space Marines n'allaient pas tarder à en avoir le cœur net. Télion s'était saisi de l'un des Gretchins éliminés plus tôt et avait incisé le sommet de son crâne. Il y avait plongé ses doigts afin d'en sortir de la matière grise qu'il avait glissée entre ses lèvres et consommée. L'homophagéa, aussi appelée la trabrève, permettait aux Space Marines de se plonger dans les souvenirs de la créature dont ils dévoraient la chair. Heureusement, l'esprit d'un Gretchin est bien plus malléable et moins dangereux que celui d'un orque. Télion pouvait donc entreprendre l'opération aisément. Il suait et serrait machinalement les poings alors qu'il extrayait les informations neurologiques de la chair, se créant un cheminement mental dans l'esprit tordu et désordonné de la créature. En reprenant ses esprits, un sourire avait illuminé son visage, vision rare pour ses frères. Télion avait demandé à ce que le capitaine Sicarius soit contacté sur le champ. Le repère de Zanzag lui était apparu. Les rhinos fonçaient à travers les plaines désertiques séparant la cité de Gospora et sa jumelle Sulfora. Une partie des effectifs laissés à la défense de Gospora était montés à l'intérieur d'un transporteur blindé Rhino pour se déployer en vitesse là où un nouvel assaut avait commencé. Alors que la poussière s'élevait derrière leur course, les Space Marines ainsi déployés avaient pu observer la colonne de blindés, de marcheurs et d'infanterie orque qui s'apprêtait à marcher sur Sulfora. Il semblait aux Astartes que les peaux vertes étaient incapables de s'avouer vaincus, mais ils avaient remarqué l'état de la cité. Les remparts étaient partiellement détruits et de nombreux postes d'armes de défense étaient vides ou éboulés. Toutefois, les défenses de Sulfora avaient un avantage comparé à celles de Gospora. Les Astartes s'activaient sur les remparts.
Les Thunderhawks étaient déjà revenus de leur traque et les anges étaient présents et en train de réorganiser les défenses avant même l'assaut des orques. Ces réjouissances allaient cependant être de courte durée car l'annonce venait de tomber. L'antre du boss Zanzag avait été découverte. Le capitaine Sicarius avait alors rapatrié une énième fois la compagnie auprès des Thunderhawks Gladius et Pilium avant de s'élancer vers les positions des sergents Télion et Scipio. Remonter la piste du sous-marin Orc n'avait pas été difficile et, portés par leur landspeeder, les éclaireurs avaient atteint un point d'infiltration en un temps record. Une marche de quelques kilomètres avait suffi à voir le paysage changer. Là où le fleuve Noir-Limon prenait sa source était un lieu escarpé de montagnes arides et rocheuses. Un endroit où se cacher était plus facile tant pour l'ennemi que pour les éclaireurs. Télion et Scipio s'étaient scindés et dirigeaient 2 escouades d'infiltration distinctes qui remontaient chacune une rive du fleuve. Il ne leur avait pas fallu longtemps avant de croiser des sentinelles orques et Gretchin qu'ils s'étaient empressés d'éliminer. Si Télion n'avait pas demandé Scipio et une partie de ses coups de tonnerre au capitaine, l'opération aurait été un échec tant les sentinelles étaient préparées. Des jeux de lumière et parfois des cris s'élevaient dans les montagnes afin que les gardes orques signalent leur présence. Ils étaient répartis sur des centaines de mètres à la ronde et un seul groupe se serait fait repérer à peine leurs premiers ennemis éliminés. Les anges avaient en face d'eux une nouvelle preuve de la prudence du boss et de sa ruse croissante. Ils devaient être éliminés au plus vite. C'est après avoir cheminé au travers des postes de surveillance orques et s'être assuré que tous étaient morts que les escouades de Télion et Scipio s'étaient retrouvées. En face d'eux, une immense cascade haute et large de plus d'une dizaine de mètres s'élevait. Ils avaient remarqué des mouvements derrière celle-ci et ils avaient vite compris qu'elle dissimulait une immense grotte, le repère de Zanzag. Les Astartes s'infiltrèrent au travers de la cascade dont les chutes d'eau provoquaient un bruit tonnant, camouflant autant la vue que le son des orques pourtant si bruyants. L'eau ruisselait sur les parois rocheuses et les alcôves naturelles offraient des ombres afin de se déplacer furtivement. Quelques mètres après la cascade, le vacarme diminuait et les éclaireurs avaient pu entendre 2 nobs équipés de ces armes customisées faisant des ravages, la garde de Zanzag. Télion avait alors indiqué à l'équipe d'attendre alors qu'il se volatilisa dans la pénombre. Scipio ne l'avait vu réapparaître que quand il avait planté sa lame de combat dans le crâne du premier nob qui s'effondra en tremblant. Le deuxième allait s'apprêter à crier quand Télion lui brisa son os hyoïde à main nue avant de lui casser la mâchoire, de le désarmer et d'enfiler sa lame sous son menton, la remontant dans le cervelet de la créature qui s'évanouissait dans la mort. C'est après avoir repris leur progression que les Ultramarines furent subjugués par ce qui était sous leurs yeux. Une caverne titanesque s'ouvrait devant eux, fruit de l'érosion naturelle de la roche, mais aussi du génie orque qui avait creusé un véritable lagon souterrain en si peu de temps. Un bataillon complet et même une armée entière auraient pu tenir en ce lieu, à l'abri de tous. De plus, Blackreach était constitué d'un unique continent bardé de fleuves et d'affluents. Des parois rocheuses creusées par les peaux vertes sortaient des langues de rivières et d'autres fleuves avec des aménagements tels des pontons. Une flotte de sous-marins y était amarrée et là se trouvait l'explication derrière l'impressionnante mobilité des forces de Zanzag. Des caisses et containers impériaux pillés dans les ruches déjà tombées jonchaient le sol et des armes et munitions en nombre y étaient stockées. Enfin, dans la caverne naturelle et démesurée se trouvait la horde du boss. Des milliers d'orques menaient leur vie dépravée dans un bidonville gigantesque où rien ne semblait leur manquer. Au milieu de ce tableau se trouvait un trône titanesque fait de bidons et de tôles, dominant l'assemblée qui lui faisait face. Là, Zanzag dirigeait ses troupes comme un roi des anciens temps. Le capitaine Sicarius et la 2e compagnie n'allaient pas tarder, et il fallait que l'opération des éclaireurs ait un impact suffisant pour donner l'avantage aux Space Marines. Le groupe avait plongé discrètement dans les eaux calmes au bord des pontons. Chaque éclaireur était muni de 6 grenades crack, un armement capable de réduire en miettes des véhicules entiers. Tous avaient accroché ces explosifs destructeurs en de nombreux points dans la caverne et étaient revenus se poster, la ceinture de grenades vide et un détonateur sanglé à leur poitrine. L'attente avait laissé l'observation prendre place et Scipio avait pu voir à quoi ressemblait Zanzag au sommet de son trône. Il était immense, bardé d'armures épaisses et rivetées de piques. Dans son dos,
une arme customisée immense qui semblait être aussi brutale que destructrice. La moitié de son visage était transformée en un amas de cybernétique implanté autour de cicatrices fraîches de sa mâchoire et de son cou. L'un de ses bras avait été sectionné depuis l'assaut sur Gospora et il arborait désormais une immense griffe qui crachait des étincelles à chaque mouvement. Il hurlait sur sa meute et quand un petit Gretchin passait à proximité, il l'écrasait sous ses bottes dans un rire cruel alors que ses yeux profonds et rouges brillaient de malice et d'une ruse malsaine. Alors qu'il s'apprêtait à hurler sur un Grotz qu'il tenait dans le creux de sa main, la fragile créature explosa dans un nuage de sang. Le plaisir ne fut que de courte durée. Le Gladius avait surgi en rugissant dans la caverne. Sa coque dégoulinait d'eau, tandis que ses bolters lourds crachaient des nuées de bolts sur les orques réunis. La boucherie était totale, et déjà des centaines d'orques avaient péri. Les derniers missiles Hellstrike du Thunderhawk partirent se loger dans la petite dizaine de dread orques qui s'activaient, les réduisant au néant. Ce n'est qu'après de longues secondes d'étonnement que les peaux vertes avaient répliqué contre l'appareil, mais le blindage du Gladius arrêta les balles avec une aisance risible. Les seules pièces d'artillerie capables de ruiner l'appareil se trouvaient sur les sous-marins à proximité qui grinçaient déjà en faisant tourner leurs canons. Avant même qu'un seul obus ne fût tiré, tous les bâtiments et divers points de la caverne avaient explosé suite à l'activation des détonateurs des éclaireurs. Le chaos se répandit dans l'immense grotte, alors que les orques avaient l'impression d'être cernés de toutes parts. Zanzag hurlait sur ses troupes afin de les canaliser et exécutait tous les fuyards. Ce laps de temps avait permis au Gladius de débarquer ses troupes avant que des roquettes anti-chars ne percutent sa coque et déclarent un incendie. Le Thunderhawk avait dû se retirer de la grotte et les escouades d'assaut s'écrasèrent sur les orques qui avaient osé commettre un tel acte. Le capitaine Sicarius avait lancé l'assaut en invoquant le nom de Guilliman dans une ultime prière guerrière. Le feu s'était déchaîné depuis les escouades qui l'accompagnaient et Scipio se joignit immédiatement à l'assaut, galvanisé et hâtif de reprendre sa place. De toutes parts, les éclaireurs sortaient des ombres pour abattre l'ennemi. Alors que les Marines d'assaut redécollaient pour distribuer la mort à d'autres groupes spécialisés, les Terminators avaient émergé de leur fumée comme l'incarnation du courroux des Ultramarines. Arcus Helios les avait menés au cœur même de la Horde, présentant ses troupes comme la furie d'Ageman et rendant honneur au nom du chapitre. Les Terminators avaient alors été submergés par une marée d'orques. Une véritable montagne s'était formée au-dessus d'eux et une grêle interminable de tirs s'était abattue sur leurs armures. Après un instant seulement, ils avaient émergé indemnes de cet assaut brutal, tuant par là même tous les orques qui s'étaient opposés à leur colère. La riposte avait beau s'intensifier, la puissance destructrice des Bolter Storm rendait au centuple l'affront des Xénos. Bientôt, une ligne sanglante, preuve du passage des vétérans, s'était formée. Les équipes spécialisées et les orques de Zanzag armés de leurs armes si particulières avaient alors été la cible privilégiée du capitaine et de ses troupes, alors que plus rien ne pouvait arrêter leur fureur. Les orques battaient en retraite. Certains plongèrent dans les eaux troubles, alors que d'autres poussaient leurs camarades en avant afin de s'échapper. Scipio avait réussi à se frayer un chemin jusqu'à la mêlée. Il jouait de son épée tronçonneuse et ses dents assoiffées de sang rugirent vers l'ennemi. La débâcle Xénos était totale. L'intensité des combats s'était éteinte et les derniers orques qui tiraient encore depuis des positions reculées dans le bidonville étaient éliminés par frère Ultrasius et ses roquettes destructrices. Zanzag avait de nouveau quitté la bataille et l'agitation gagnait les Ultramarines qui s'étaient lancés à sa poursuite dans le réseau labyrinthique de cavernes souterraines. À mesure que sa fuite durait, la fureur de la deuxième compagnie augmentait et voilà déjà que plusieurs heures s'étaient écoulées dans la purge systématique de chaque recoin par le feu et les bolts afin de couper toute force ennemie à l'arrière des Astartes. Les Terminators du sergent vétéran Arcus Helios avaient une avance considérable sur les troupes, exterminant tout Xénos sur leur passage dans des combats en espace confiné, leur spécialité. Sur le vox général résonna la voix du sergent qui dirigeait l'escouade Dévastator, resté en dehors du site afin d'éliminer tout renfort ou tout fuyard des souterrains. Son Auspex avait acquis le signal des Terminators, indice sur l'emplacement d'une caverne qui menait à la surface. Les forces s'étaient alors concentrées sur ces coordonnées et n'avaient pas tardé à rattraper les vétérans alors que la lumière du soleil perçait au fond de la caverne qu'ils empruntaient. C'était au bout du tunnel que le dénouement allait avoir lieu. Zanzag ne pouvait plus jouer de ruse ou de supercherie
et seule sa force brute pouvait le sortir de sa position désormais. Le capitaine Sicarius sortit du complexe et fut baigné de la chaude lumière du jour. Le sang orque séché en multiples couches sur son visage ternissait ses traits nobles, mais l'azur de son armure aveugla malgré tout. Les Terminators formèrent un cercle parfait autour du capitaine, tandis que les troupes à l'arrière déboulaient des souterrains. En face des Ultramarines se trouvait le dernier carré des orques. Zanzag leur faisait face et il était accompagné des derniers membres de sa garde personnelle. Dans un ultime défi, ils avaient les défenses sorties et hurlaient leur rage face aux Astartes. Sicarius n'avait pas attendu une seconde de plus et avait ordonné aux Ultramarines de les détruire. Seuls quelques tirs de bolt avaient eu lieu, car les deux parties avaient chargé, laissant la rage et la haine s'exprimer dans un corps à corps percutant et brutal. Zanzag fonçait droit sur Sicarius, mais sur sa route se trouvaient les invincibles Terminators de Hélios. Frère Ultrasius, dans son sarcophage guerrier, poussait l'esprit de la machine de ses servomoteurs au maximum afin de se glisser à revers des orques, faisant frémir son canon d'assaut. Scipio, quant à lui, s'était joint à l'escouade des Immortels menée par le sergent Iulus, frère avec qui il avait tant partagé et dont il appréciait tant la compagnie. Dans un duo parfait, les sergents s'étaient élancés au-devant des orques vétérans comme des furies sorties des légendes du chapitre. Leurs épées tronçonneuses rugissaient de colère et annihilaient leurs ennemis. Chacun d'entre eux entonnait des rites que l'autre finissait à tour de rôle. Bientôt, les frères sergents se laissèrent envahir par la frénésie des combats et se permirent des boutades et des décomptes des morts qu'ils engendraient. C'est dans l'un de ces moments qu'un cri métallique déchira l'air. Zanzag, qui par sa taille se tenait au-dessus des Terminators, venait d'en étriper un avec sa pince énergétique monstrueuse. Le vétéran de l'escouade Hélios s'écroula au sol. Le capitaine Sicarius en profita pour sauter sur la bête afin de la provoquer en duel, alors que le sergent vétéran Terminator regardait son frère mort. Il leva son poing énergétique et incita ses frères à venger ce blasphème innommable au nom d'Ageman et de l'honneur de la première compagnie. La vengeance était totale. Les poings craquelants exterminaient les orques vétérans d'un seul coup, dans une explosion d'os et de chair, là où les épées tronçonneuses étaient constamment bloquées dans les armures et les chairs épaisses nécessitant de nombreux coups. Frère Ultrasius avait fini de creuser les flancs des orques et son lance-flamme dégoulinant de prométhium enflammé avait carbonisé son chemin. Sous ses pas lourds, les carcasses brûlées et écrasées s'accumulaient alors que son canon d'assaut cria la mort avec une cadence déchaînée. Iulus et ses immortels, accompagnés de Scipio, combattaient comme 30 et la précision de leurs coups combinée à la force de leur cohésion terrassait leurs adversaires. Ce n'est qu'au détour d'une inspiration que Scipio avait relevé la tête et l'avait perçu. Le capitaine Sicarius était acharné sur Zanzag et l'avait repoussé au centre de la clairière où ils se battaient comme des demi-dieux. Il semblait que le boss orc n'avait pas arrêté son rire démentiel depuis qu'il avait abattu le Terminator et que Sicarius invoquait des noms de légende à chacun de ses coups. La pluie avait commencé à tomber, tandis que la foudre s'abattait non loin, comme pour accompagner le duel titanesque qui était en train de se produire. Seule la mort arrêterait le combat, là où la sauvagerie et la brutalité de Zanzag égalaient la pureté et le courage de Sicarius. Les échanges de coups envoyaient voler des roches de sable agglutinées dans des éclats percutants, alors que le champ énergétique légendaire de la lame de Thalassar rayonnait à mesure que le combat s'intensifiait. Scipio et Iulus étaient subjugués par l'aura qui émanait de leur capitaine et foncèrent pour le rejoindre. Les deux sergents combattaient dans un balai mortel, véritable fraternité d'armes au cœur du feu et de l'ennemi. Un immense nob en méga armure se présenta devant eux et actionna son bras armé d'un énorme flingue custom. Scipio glissa au sol dans sa course avant de loger son épée tronçonneuse dans la jointure du genou de la bête. Iulus profita de l'affaiblissement du nobs pour escalader son bras afin de sectionner son cou et de le décapiter. Les nobs plus agiles aux alentours avaient vu la scène et s'étaient trouvés deux combattants à massacrer. Les deux sergents s'étaient réunis dos à dos et la fureur des orques s'était abattue. Les deux Astartes sortirent leurs pistolets bolteurs et terrassèrent les crânes des premiers assaillants d'une froide précision. Scipio fut jeté à terre par un nobs puissant et avant même que Iulus n'intervienne, les flammes avaient englouti tous leurs adversaires. Triomphants,
le dreadnought Ultrasius écrasa à 5 reprises la carcasse du Nobs qui avait tenté de tuer Scipio. Il déclara que l'araclure Xénos avait eu raison de sa patience millénaire et que sa furie pouvait enfin s'exprimer. Les 2 sergents saluèrent leur frère qui usait de son canon d'assaut de nouveau sur tous les orques qu'ils pouvaient, morts ou vivants. Les Terminators, quant à eux, avaient ravagé le champ de bataille. Transcendés par la mort de leur frère, ils avaient exterminé tous les ennemis dans une rage destructrice qui n'avait laissé aucune chance aux peaux vertes. Leur combat vengeur les avait doués d'une létalité incomparable, et bientôt, les corps s'étaient amassés derrière eux, tant et si bien que la clairière s'était vidée d'orques. Seuls des groupes épars se résistaient et étaient transpercés par la flèche adamantine que représentaient les vétérans de la première compagnie. L'énergie crépitante de la lame de Thalassar lançait des éclairs à chaque impact contre la pince énergétique de Zanzag. Le combat s'était porté au sommet de la clairière de sable ocre dans le contre-jour du tonnerre. La moindre erreur allait être fatale et ce fut la volonté qui l'emporta. Après avoir dégagé la pince énergétique de Zanzag après une parade, Sicarius avait pris un pari mortel. Il abaissa complètement sa garde et balaya l'air d'un coup puissant de bas en haut. La précision parfaite de la botte sectionna le bras équipé de la pince énergétique. Alors le capitaine était ouvert à une contre-attaque, mais rien ne se produisit. Zanzag essaya de relever son unique bras restant pour tirer sur Sicarius, mais celui-ci dégagea dédaigneusement son arme. Le capitaine cracha au visage de la créature qu'il l'avait déjà tué une fois et qu'il allait recommencer pour de bon. Sicarius recula d'un pas, et d'un geste vif, il enfonça l'épée de Thalassar dans l'œil de la créature, qui hurla avant d'entrer dans des spasmes mortels quand de la fumée de chair calcinée s'échappait de son œil et de ses oreilles. Alors au bord du ravin, le maître du guet leva son épée haut vers le ciel au salut de sa victoire. Comme en écho au massacre de la ville, les orques perdirent rapidement leur combativité, les quelques peaux vertes restants furent implacablement éliminés. La victoire était proclamée, les Space Marines étaient victorieux. Des suites de l'assaut sur Blackreach, quelques seigneurs de guerre orques s'étaient réveillés, souhaitant prendre le contrôle du peu qu'il restait. Les auspex de précision du croiseur d'attaque de la 2e compagnie, le Valin's Revenge, avaient capté tous les signaux de réunion massive d'orques. En 3 jours seulement, ces poches avaient été éliminées jusqu'à laisser l'assurance de l'extermination des bandes d'orques. Il était plus que probable que des spécimens soient encore en vie et retournent à l'état sauvage, mais la tâche des ultramarines s'était terminée. Ils laissèrent aux canonniers noirs le devoir de nettoyer leur planète en leur offrant un dernier cadeau. Les torpilles à plasma du Valin's Revenge s'étaient abattues sur toutes les zones où les orques étaient les plus concentrés. Sur le chemin du retour vers Macragge, là où certains célébraient la victoire, d'autres ne purent s'empêcher de constater ce que cette courte campagne leur avait coûté. Les noms seraient inscrits au mur des honneurs du croiseur d'attaque, et chaque génogerme avait pu être récolté par le frère apothicaire Venatio, ainsi leur sacrifice n'était pas vain. Mais les pertes s'élevaient à 15% de la compagnie. 15 frères de bataille étaient tombés. Des pertes inacceptables pour certains, qui auraient pu être évitées si le plan d'action avait privilégié la tactique plutôt que l'honneur personnel du capitaine Sicarius. À cela s'ajoutait la perte inestimable d'un vétéran de la première compagnie. Son armure Terminator avait été récupérée et allait mettre des décennies d'un travail de tech marine acharné pour la réparer. Mais le savoir et l'expérience de son porteur étaient perdus à tout jamais. Blackreach était sauvé, mais quand le regard du sergent Scipio se porta sur le mur des honneurs du Reclusiam pour y voir les noms de ses frères, son visage se durcit en pensant à l'ironique grande victoire que cela avait été.